Droit au corps, c'est une association. Euh, alors, dans l'objet, on précise bien qu'on est donc on cherche à promouvoir l'abandon, en fait, promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle. Donc, on définit mutilation sexuelle de la manière suivante. C'est toute modification d'organes sexuels pratiquée sur un individu sans son consentement et sans nécessité médicale. Et nous, on est spécialisé sur la circoncision masculine. Donc on est totalement solidaire et on repartage très régulièrement les publications d'associations qui parlent d'excision, également de mutilation intersexe. Chacun a un peu ses spécificités, mais on repartage tout ça. Mais nous, c'est vraiment la circoncision masculine. À la base, c'est des gens qui se sont réunis pour parler de ça dans l'association. C'est des hommes en souffrance de leur circoncision. Donc voilà, on est sur cette question-là. Du coup, bah, je peux dérouler un petit peu plus en profondeur peut-être. Je te laisse, oui, je te laisse Ouais. faire ton propos. Oui, pas de souci. Ok. Alors, bah, peut-être quelque chose qui peut déjà détendre un peu l'atmosphère, parce que la circoncision, comme les gens s'en doutent, et on va peut-être le voir ce soir, c'est un sujet qui peut provoquer des réactions assez fortes. Certaines personnes, quand là on arrive comme ça, se sentent peut-être attaquées, soit sur leur circoncision à eux, ou par rapport à leur tradition, leur religion, etc. Donc déjà, une chose à bien dire, c'est que en fait, droit au corps, et d'ailleurs toutes les associations équivalentes dans le monde, n'est pas contre la circoncision en soi. C'est-à-dire on n'attaque pas une pratique. La circoncision, c'est quelque chose, c'est important pour certains, ça a un sens, c'est un sujet fascinant, on peut trouver ça bizarre, peu importe. On n'attaque pas la circoncision. En fait, tout notre objet, c'est sur le fait que la circoncision, bien souvent, est imposée à l'individu, donc bien souvent à des enfants, et qui ne peuvent évidemment pas consentir. Donc c'est ça tout le problème en fait. Hein. Donc dans un monde où la vision de droit au corps serait aurait comment dire fonctionné, la circoncision existerait toujours pour les personnes qui le choisissent pour elles-mêmes. Voilà, donc c'est bien le problème c'est bien le consentement qui est au cœur du débat. Donc ça faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que je peux dire sur l'intro donc bah, nous dans l'association pour que les gens comprennent un petit peu quel type de profil on a dans l'assaut et quelles sont les personnes qui viennent nous demander de l'aide. C'est évidemment en premier lieu des personnes qui souffrent de leur circoncision, alors, plus ou moins gravement. Donc on a des personnes qui ont été circoncises dans les traditions juives et musulmanes, bien évidemment. On a des personnes qui ont été circoncises pour des raisons médicales plus ou moins valables. On a des Américains aussi, les États-Unis pratiquent beaucoup la circoncision, on expliquera peut-être pourquoi. Donc il y a des gens qui sont venus travailler en Europe, en France, on a des Américains dans l'association, donc qui nous racontent aussi un petit peu ce qui se passe là-bas et leur circoncision. Donc il y a des gens qui souffrent de leur circoncision, on a aussi beaucoup de parents. On a aussi beaucoup de parents et souvent c'est des parents issus de couples mixtes, pas que mais beaucoup. Donc typiquement, je sais pas, on a voilà une mère française avec donc le mari qui est algérien et lui qui veut faire circoncire l'enfant, elle qui veut pas. Et donc il y a des conflits dans les couples comme ça sur les circoncisions, c'est très fréquent. Donc on a des parents qui viennent à nous pour essayer d'empêcher la circoncision voulue par le conjoint ou la conjointe. Et on a des parents aussi qui viennent à nous parce que la circoncision a été pratiquée déjà dans leur dos, bien souvent. C'est terrible, donc il y a des procédures judiciaires, des divorces et compagnie. On a aussi des personnes qui découvrent la circoncision à travers la sexualité de leur partenaire. Donc on a des gens qui toquent à la porte et qui disent écoutez, voilà j'ai découvert la circoncision sur le terrain, pour ainsi dire. Je vois que mon partenaire a des problèmes, je vois que c'est pas pareil qu'avec les partenaires non circoncis. Voilà, on en parle ou on n'en parle pas, mais voilà, ça pose question. Voilà, puis on a aussi des personnes qui viennent du monde médical, qui nous contactent aussi parce qu'elles se demandent ce qu'elles peuvent faire en fait. Hein. On a des gens dans les hôpitaux ou dans les cabinets qui nous disent mais moi je vois des choses, c'est terrible. Je vois des petits gamins toute la journée qui vont se faire circoncire sans aucune raison médicale. Hein. C'est purement religieux. Et puis par exemple on a un chirurgien pédiatre
qui nous contacte il y a quelques années, qui nous dit moi je passe une partie de mon activité à réparer les gamins qui ont été mal circoncis par des confrères. Voilà, donc c'est pour donner un petit peu le genre de profil qu'on a, donc c'est bien comprendre que c'est des souffrances qui amènent les gens à ce sujet. Voilà, et puis peut-être pour notre argument majeur, puis ça ferait une bonne intro. Nous on a un argumentaire sur la circoncision donc qui est en ligne. Je pourrais mettre les liens où les gens trouveront sur le site. Donc comme je disais tout à l'heure, oui, c'est que en fait, l'argument majeur, c'est que une personne qu'on circoncie, à qui on impose la circoncision enfant, si plus tard il n'est pas content, il ne pourra pas revenir en arrière, c'est irréversible. C'est très important à comprendre. C'est comme ça, il est circoncis, il ne peut pas revenir en arrière. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un à qui on laisse le choix peut se faire circoncire s'il le souhaite. Donc ça, c'est vraiment la chose donc tout le discours, c'est ça, c'est de dire, écoutez, essayons de trouver les conditions du consentement, donc l'âge, mais pas forcément que l'âge, mais en tout cas, les conditions du consentement pour la circoncision. Donc en 2019, on a lancé un appel au débat ciblé sur le gouvernement français. Il y a eu beaucoup de signataires d'ailleurs, de plein de personnes d'horizons différentes. Et donc l'appel s'appelle l'appel pour ouvrir un débat public sur les conditions du consentement à la circoncision. C'est bien ça. Voilà, donc je pense que les gens ont un petit peu compris le cœur de ce qu'on défendait. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Il y aura plein d'autres choses à dire, évidemment, sur la stratégie, tout ça. Ok, donc on comprend bien l'objet de l'association que tu représentes. Et donc, la raison qui vous pousse à lutter contre l'excision, l'excision, pardon, excusez-moi, le, le, euh, La j'ai perdu mes mots. circoncision. La circoncision, merci. C'est l'absence de consentement parce que dans la majorité des cas, ça se fait au moment où la personne est enfant et où il n'y a pas de, voilà, il y a pas de moyen de, c'est irréversible, alors que à l'âge adulte, une personne pourrait tout à fait décider de se circoncire si elle n'a pas été au moment où elle était enfant. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences négatives, objectives à la circoncision tu parlais tout à l'heure de personnes qui allaient contacter ton asso par rapport aux souffrances qu'elles ressentaient en rapport avec leur circoncision. En quoi elle consiste? C'est quoi? C'est une perte de sensibilité, une perte de plaisir sexuel? C'est en quoi ça consiste exactement les Ouais. conséquences négatives? Alors, donc nous on a un argumentaire justement, on déroule ça. En fait, nous on est sur une éthique qui donne la priorité à l'allègement de la souffrance. Donc tout ce qui est souffrance, voilà, on n'aime pas ça et on montre ce que la circoncision peut générer comme souffrance. Alors on n'est pas catégorique en droit au corps, les gens vont le voir. On n'est pas là en train de dire voilà, la circoncision fait souffrir. On dit la circoncision peut entraîner des souffrances, ça c'est indéniable, on va en parler. Mais pas forcément, et donc on n'agresse pas les gens sur le fait qu'il y a des gens évidemment tout de suite qui se précipitent en disant non, moi je suis très content d'être circoncis, je suis très fier d'être circoncis, pas de souci, la question c'est vraiment sur les personnes, sur les enfants, et comme ça peut générer de la souffrance, pourquoi ne pas attendre que la personne puisse choisir? Donc quelle souffrance peut générer la circoncision? Donc on a tout un argumentaire où il y a plusieurs points, donc pour balayer un petit peu rapidement les grosses choses. Alors déjà une chose qui est que parfois même les pro-circoncision oublient, passent sous silence, je pense même pas par malhonnêteté, mais par ignorance en fait, tout simplement. C'est la perte du prépuce, c'est-à-dire qu'on enlève une partie du corps, en l'occurrence une partie du pénis, qui est effectivement très sensible, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent ou ignorent. Donc c'est très clair depuis des décennies, notamment avec les microscopes de dernière génération, le prépuce a été observé, on sait que c'est une partie effectivement très sensible. Et donc, le fait d'enlever cette partie du pénis, automatiquement, on enlève une partie du corps en fait qui a une valeur. Donc c'est intéressant, on verra peut-être après que dans les argumentaires des fois pro-circoncision, y compris aux États-Unis où il y a des médecins par exemple, ils passent sous silence cet aspect. Enfin, c'est comme si la circoncision en fait, c'est enlever le prépuce et voici les avantages de la circoncision. Puis ils parlent pas du fait qu'on enlève une partie qui a une valeur en fait, donc qui est sensible, qui joue un rôle aussi mécanique. Donc, en fait, si les personnes... Alors là, évidemment, c'est difficile sans schéma, mais bon, les gens peuvent comprendre. Et on a des
des ressources en ligne. En fait, le prépuce, c'est une peau. Déjà, c'est un double tissu, hein. Il y a une partie peau d'un côté, à l'extérieur, une partie muqueuse côté interne. Et lors de l'activité sexuelle, donc la masturbation, lors du coït, etc., il y a un déroulé, il y a une mécanique de roulement-déroulement le long du pénis qui joue dans la fluidité du rapport, dans la lubrification, dans le confort des deux partenaires. Donc, entre la sensibilité perdue et la mécanique perdue, et aussi le fait que le gland devient exposé et perd aussi en sensibilité, donc tout ça fait que, de facto, enlever le prépuce voilà, entraîne toutes ces conséquences-là. Et donc, ensuite, bien sûr, certaines personnes te diront, ben, moi, j'ai pas de problème, je m'en fiche, je m'en souviens pas, j'ai pas pu comparer. Le ressenti de ces personnes est totalement valable, on va pas discuter de leur ressenti. Mais il y a d'autres personnes qui sont furieuses, donc on leur aurait enlevé cette partie du corps. Ils disent, mais moi, j'aurais aimé connaître une sexualité entière avec mon prépuce. Voilà, on m'a enlevé une partie du corps, je suis pas content. Donc il y a des gens, tout simplement, le simple fait qu'on enlève le prépuce, sans même parler de complications ou quoi, de circoncision mal faite, c'est un poids, c'est une souffrance, c'est une injustice vécue. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a toutes sortes de choses. Je parlais des complications qui ont lieu jusqu'à dans 5% des cas, y compris en milieu médical, hein. Hors milieu médical, c'est terrible, ça peut être plusieurs dizaines de pourcents de complications, plus ou moins graves, mais même en milieu médical, il y a des complications chirurgicales. Alors je ne vais pas faire la liste, hein, il y a des choses assez fastidieuses, mais il y a, pour les plus graves, hein, il y a on peut enlever trop de peau, des fois le chirurgien enlève trop de peau, donc ça entraîne plus tard des érections tendues, des complications de ce genre-là, des fois des blessures du gland, on a toutes sortes de complications qui peuvent survenir, des infections, etc. Il y a aussi du coup des souffrances psychologiques liées à ça, des gens voilà, qui acceptent pas lorsqu'on leur a fait, et qui durant l'enfance même, hein, durant l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte, vivent avec ça, le vivent mal en fait, vivent mal cette circoncision. Voilà, donc c'est ça, il y a toutes sortes de choses. Euh, Et donc, voilà, après, les personnes peuvent accepter ou pas. les arguments principalement qui amènent à la circoncision, donc on imagine qu'il y a des arguments religieux, il y a des arguments qui peuvent être plus ou moins fondés, qui attestent que l'hygiène est meilleure avec un pénis circoncis, etc. On peut discuter de voilà si c'est fondé ou pas. C'est quoi en général, voilà, qu'est-ce qui fait que les gens circoncisent en fait? Qu'est-ce qui fait que cette pratique est aussi courante? Alors voilà, le modèle états-unien, les modèles religieux, etc. Est-ce qu'on peut avoir un petit historique de la circoncision et des Ouais. raisons qui font que l'humanité circoncie des gens? Oui, alors faut savoir on estime à peu près un tiers d'hommes circoncis, hein, sur Terre. Du coup, c'est effectivement c'est massif. Alors c'est essentiellement des musulmans, hein. Je crois que quasiment 70% des circoncisions sont chez les musulmans. Alors moi je suis pas un spécialiste de la religion et de l'histoire de la circoncision, mais pour faire simple, alors ça existait avant les religions juive et musulmane, hein. On parle de circoncision ancestrale, ça remonterait. Alors la plus vieille trace de circoncision, si je dis pas de bêtises, c'est en Égypte. Ça a été trouvé en Égypte. Il y avait sur des tombes. Je vais essayer de trouver la date puisque je l'ai sur le site pour pas dire de bêtises. La plus vieille représentation. On a un visuel, on a comment dire, des dessins dans l'Égypte antique. Il y a 3500 ans, un truc comme ça. Je trouve pas la source. Bon. En tout cas, ça remonte euh, ça remonte très loin. Et alors, les anthropologues, il y a plusieurs pistes, mais c'est souvent ce qui revient, c'est que c'était et pareil pour l'excision, hein, pareil pour tous les types, en fait, tous les types de modifications sexuelles. Ce sont des rites il y a des rites de fertilité, il y a c'est des rites de fertilité, c'est en fait, comme disait une femme, Kadi Kwata, qui est une militante contre l'excision, et qui a sorti un bouquin dans une conférence. Elle expliquait que dans son pays, alors elle c'est au Sénégal, si je dis pas de bêtises, au Sénégal, voilà, elle disait que la raison profonde, à la fois de la circoncision et de l'excision, c'était pour le pénis, c'était de faire ressembler le pénis, enfin,
comment dirais-je, c'était d'enlever la partie femelle, entre guillemets, de l'homme, en enlevant le prépuce, c'est considéré comme partie femelle, et chez les femmes, enlever le, le, le gland du clitoris, en l'occurrence au Sénégal, c'est ça qui est touché, c'est enlever le pénis, donc enlever la partie homme, entre guillemets, masculine de la femme. Donc il y a ce côté, entre guillemets, d'éclaircir un petit peu les organes sexuels de chacun pour favoriser la reproduction. J'explique peut-être pas très bien, mais il y a vraiment des rites de fertilité à la base pour favoriser la reproduction, hein, on est là-dessus. Alors, dans le judaïsme, donc ça c'est les choses un petit peu ancestrales, dans le judaïsme, c'est très clairement, ça symbolise l'alliance avec Dieu. Euh, donc c'est voilà, la circoncision, la brit mila, donc c'est l'alliance par la coupure. Chez les musulmans, alors chez les musulmans, c'est moins ancré religieusement. Il y aura peut-être des experts ce soir. Ce qui est clair, c'est que c'est pas dans le Coran. La circoncision n'est pas du tout abordée dans le Coran. Par contre, dans les hadiths, que ce soit pour les circoncisions, les excisions, là, il y a des références plus ou moins claires là-dessus. Donc, voilà, donc c'est des rites ancestraux. Ensuite, dans les grandes religions, alliance avec Dieu chez les juifs très clairement, et chez les musulmans, c'est plus ou moins des raisons qui découlent, mais c'est plutôt assez. Enfin, c'est moins clair, en tout cas, c'est moins religieux, c'est plus culturel, souvent c'est plus traditionnel. Et puis, ensuite, on peut arriver beaucoup plus proche de chez nous, à la circoncision qui s'est répandue dans la médecine occidentale, enfin, du moins chez les anglo-saxons. Alors, bah, pour faire simple, c'est très clair. Moi, c'est là où je me suis le plus intéressé, hein, c'est là où je suis le plus connaisseur. Donc, il faut savoir, je sais pas si t'es au courant, il y a des gens qui ne savent pas ça, qu'il y a 2-3 siècles, hein, ça a commencé euh, oui, au 18e, quoi, 1700, 1700 et quelques, il y a eu tout un courant puritain anti-masturbation en Occident. Euh, donc, y compris en France. Donc, il Et y la avait notamment. circoncision est une Ouais. manière de rendre la masturbation plus difficile. Oui, donc voilà, c'est Ok, ça. Donc il y a eu tout un mouvement anti-masturbation. Donc alors ça part d'un truc religieux d'ailleurs, hein. En fait, on va venir aujourd'hui aux États-Unis. Les gens l'ont oublié, mais ça part d'un mouvement anti-masturbation parce que d'un point de vue de la Bible, hein, c'était considéré comme un péché de se masturber, gâchis de semences, etc. Bon, et toutes les croyances liées à tout ça. Donc en 1750 et quelques, il y a eu un alors là, c'est une référence, une des plus connues de l'époque, la plus connue certainement. Il y a eu un médecin suisse qui s'appelait Tissot, j'ai oublié son prénom, mais le docteur Tissot, qui a écrit un bouquin sur euh, les méfaits de la masturbation, enfin voilà, qui était donc anti-masturbation, et ça a été un succès énorme. D'ailleurs, il y a même des références, c'est amusant, il y a même Rousseau, même Voltaire, qui était en contact avec ce mec-là. Enfin, c'était un peu une des stars de l'époque, et puis même Rousseau qui validait le fait que, ah oui, oui, voilà, c'est horrible la masturbation, enfin, c'est vraiment tout le courant de l'époque. Et donc, ce mouvement anti-masturbation s'est répandu dans une partie de l'Europe, et puis ensuite beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et donc on arrive au 19e siècle, et donc ça a été très loin, puisque donc là on parle de médecins, hein, des médecins, des penseurs de l'époque, mais des médecins notamment, donc c'était pas la même époque, hein, c'était des médecins, aujourd'hui on dirait, bon, c'était des médecins entre guillemets, quoi, mais donc il y a eu des médecins qui ont proposé toutes sortes de méthodes pour empêcher la masturbation. Alors, chez les enfants, hein, les adultes, ils n'avaient pas les moyens de l'empêcher, donc ils les culpabilisaient, mais chez les enfants, donc très tôt, il y avait des dispositifs qui étaient mis en place pour les empêcher de se masturber. Alors, il y a eu plusieurs choses dans différents pays. Là, on parle en Occident, hein, vraiment. Donc, typiquement, États-Unis, Angleterre, beaucoup à l'époque. Donc, on attachait les mains des enfants la nuit pour pas qu'ils se touchent. Il y avait des dispositifs avec des sortes de culottes fermées pour les garçons et les filles, hein. C'est pas que les garçons qui étaient visés, c'était vraiment tous les enfants. Donc, toutes sortes de moyens non chirurgicaux. Et il y a aussi eu des moyens chirurgicaux, dont la circoncision et également l'excision. Alors, on parle d'excision, le mot d'ailleurs, hein, en fait, il y a plusieurs formes, hein. Donc, on parle aussi de circoncision féminine aussi parfois, mais bon, je prends les mots courants en français. Donc, euh, à partir de fin 1800, la circoncision s'est répandue dans les pays anglo-saxons
Ça a pas pris en France, dans d'autres pays, alors qu'il y avait aussi ce mouvement anti-masturbation. Mais aux États-Unis, en Angleterre notamment, euh, on a commencé à circoncire et à promouvoir la circoncision des garçons et également certaines formes de mutilation féminine pour lutter contre la masturbation. Donc un exemple qu'on prend à chaque fois parce que ça amuse les gens, que les gens connaissent en fait sans connaître. Le docteur Kellogg, le docteur Kellogg qui a inventé les cornflakes. Donc tu te rappelles peut-être de la pub à la télé, je sais pas si ça passe encore, les cornflakes de Kellogg's. Kellogg, ça vient, c'est un nom américain et c'est le même mec qui a inventé ces céréales à l'époque qui était un médecin influent aussi sur la lutte contre la masturbation. Et lui, il proposait donc la circoncision, très clairement. Alors, attention, sans anesthésie. Hein, donc, il écrit dans un bouquin, il dit la circoncision sans anesthésie pour faire mal, pour que l'enfant ait une mémoire de la douleur et pour, espérons-le, qu'il ne reprenne pas ses habitudes, ses mauvaises habitudes de se masturber. Donc, ça, c'était très clairement pour les petits garçons ce qui était préconisé par le Dr Kellogg. Et puis chez les filles n'étaient pas épargnées. Kellogg, lui, préconisait de l'acide sur le clitoris des filles. Voilà, donc c'est un exemple, parce que c'est le plus connu certainement grâce à ces cornflakes qu'on cite, mais il y avait plein d'autres médecins, et c'était le courant de l'époque, où ces méthodes-là étaient promues pour lutter contre la masturbation. Donc voilà, ça part de là, en fait, la circoncision, dans les pays anglo-saxons, on dit aujourd'hui, les Américains sont circoncis, c'est fantastique, c'est peut-être que c'est bien. Ça part de là, hein, ça part de là. Et puis après, les arguments se sont modernisés, et les médecins ne pouvant plus promouvoir la circoncision pour lutter contre la masturbation, ont commencé à chercher des arguments médicaux. Donc il y a eu plein d'études qui ont été faites pour essayer de trouver des avantages à la circoncision. Voilà, je peux y venir maintenant si tu veux, ou Oui, donc peut-être... oui, c'est parfaite transition. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que même dans les pays où la justification n'est pas ouvertement religieuse, comme dans les pays musulmans, en réalité, là où on va retrouver des arguments hygiénistes, etc., autour de ces pratiques-là, en fait, c'est une forme de concordisme, mais qui vient en fait de la religion. En réalité, ça, même aux États-Unis, c'est indirectement, c'est quand même la Oui, religion qui conditionne. Voilà, ok. Même là où on croit que c'est, même là où il y a des arguments hygiénistes, en fait, c'est la religion qui est derrière ah oui, le. l'origine est totalement religieuse. Aux États-Unis, ils ont Ok. oublié ça et c'est devenu une coutume de naissance faite pour toutes sortes on va avoir de raisons médicales, mais ça vient bien d'une volonté de lutter contre la masturbation. C'était développé pour ça, hein, et tout à fait, oui. Donc, bah, effectivement, on peut enchaîner sur Oui. les arguments qui sont avancés pour la circoncision. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc en gros, on est fin 1800, début 1900. La circoncision explose aux États-Unis. Ça devient euh, donc les médecins promeuvent cette opération pour lutter contre la masturbation. Et aussi, alors il y a toutes sortes ça commence déjà, parce que la masturbation était considérée comme une maladie. Donc déjà pour eux, c'était, quand on parlait d'hygiène à l'époque pour la circoncision, c'était dans le sens hygiène morale. Hein. C'était hygiène morale, c'est-à-dire la masturbation, quelle horreur, donc c'est pas bien de se masturber. Donc il y avait la masturbation et il y avait toutes sortes de maladies qui ont été invoquées en disant la circoncision peut les prévenir. Alors, toutes sortes de choses qui aujourd'hui paraissent ridicules. Donc, il y a eu des médecins qui ont publié sur le fait que la circoncision permettait de lutter contre euh, le, le- 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 toutes sortes de choses, la boiterie, comment dire, l'énurésie nocturne, donc le fait de faire pipi au lit, enfin toutes sortes de choses qui aujourd'hui sont disqualifiées, mais il y avait déjà des maladies comme ça un peu farfelues qui étaient avancées comme étant pouvant être prévenues par la circoncision. Et puis ensuite, donc là on est début 1900, 1920. Il y a aussi le fait que les opérations, comment dire, il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à accoucher à l'hôpital et ça commence à être vu comme un truc de classe, de classe dans le sens classe supérieure, enfin riche, d'accoucher à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils proposent des circoncisions systématiquement, hein, ça devient un petit peu diffusé. Et donc aussi le fait d'être circoncis, ça prouve que tu es à l'hôpital, donc ça devient, il y a aussi ce truc-là, il y a un mec qui écrit ça dans un bouquin. Euh,
C'est un argument qu'on n'avait pas encore récemment, mais c'est aussi, il y avait ce côté-là, il y avait ah bah moi mon enfant est circoncis, donc ça prouve que j'ai été à l'hôpital, tu vois, c'est bien vu. Bon. Alors ensuite, chaque génération de médecins, donc tout le siècle en fait, hein, de 1900 jusqu'à nos jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque génération de médecins a, a eu un argument médical pour la circoncision et qui correspondait à la peur de l'époque. Donc voilà, on est en 1920, la peur de l'époque, c'est le cancer. La circoncision a été invoquée pour lutter contre le cancer. Je vais après rentrer en profondeur sur est-ce que c'est vrai ou pas, qu'est-ce qui est dit. Donc ensuite, quelques décennies plus tard, dans les années 50, 40, 50, il y avait toute la peur, il y a une peur sur certaines infections sexuellement transmissibles. Donc là, l'industrie américaine de la circoncision a commencé à chercher et à dire ah oui, ça prévient aussi les infections sexuellement transmissibles. Puis dans les années 80, il y a eu toute une vogue sur les infections urinaires. Donc il y a eu un médecin très influent, le champion de cette théorie, Dr Wiswell, qui disait ah, la circoncision, j'ai trouvé, ça permet de limiter les infections urinaires. Et puis on arrive jusqu'à nos jours, là c'est assez récent, hein, ça fait à partir des années 80, 90 et puis 2000, c'est la lutte contre le sida. Ah, la circoncision permet de prévenir le sida. Voilà. Donc tu vois, chaque époque a sa raison un peu majeure sur le fait que la circoncision c'est utile en fait. Est-ce Ouais. qu'un de ces arguments est au moins un petit peu vrai? Alors, en fait, alors oui et non, enfin tout dépend comment on voit les choses. Je vais essayer d'expliquer. En fait, il y a une arnaque, mais pas forcément sur les résultats. C'est-à-dire en fait, si tu veux, il y a une sorte de biais de confirmation qui se met en place. C'est-à-dire que les Américains ont vendu ça avec tous ces arguments-là, et les gens, sans réfléchir, disent ah bah donc il y a des avantages. Donc, bah voilà, ça valide le fait que Dieu n'a pas fait d'erreur en recommandant la circoncision. Donc chacun va y aller de sa confirmation en disant bah voilà, donc c'est bien que c'est une bonne chose finalement. Nos livres ont raison, nos croyances, etc. Et en fait, les gens réfléchissent pas. Si on réfléchit, n'importe quelle partie du corps que tu enlèves, tu peux montrer des avantages, puisque cette partie du corps ne sera pas infectée par quelque maladie que ce soit, puisqu'elle sera plus là. Donc, typiquement, si demain on fait des études pour enlever tous les seins des femmes, ou même des hommes, il y aura peut-être plus de cancer du sein, ça paraît logique, ou moins. Si on t'enlève la langue, t'as moins de risque d'avoir un cancer de la langue, tu vois. Donc, en fait, ils ont réussi à vendre un truc et à construire une réalité en disant, ouais, la circoncision, c'est presque magique, en fait. Les avantages qu'on a trouvés, donc entre guillemets, Dieu avait raison, mais en fin de compte, c'est totalement logique. Donc on va rentrer maintenant dans chaque argument. Donc, et on va voir surtout que c'est surtout infime. Donc il y a pas, c'est pas comme si c'était des avantages nets. Donc le cancer, prenons dans l'ordre historique. Hein, donc le cancer, donc l'argument, c'est de dire, ben voilà, on enlève le prépuce, donc le pénis aura moins de cancer. Alors, d'un point de vue théorique, c'est tout à fait logique. Si on t'enlève, comme j'ai dit, un tissu, une partie du corps, cette partie du corps, par définition, ne pourra pas devenir cancéreuse. Donc, mais il faut voir les chiffres. Le cancer du pénis, le chiffre, c'est 1 pour 100 000. Donc, là, je me base sur des documents les plus récents d'experts, notamment les pédiatres allemands qui ont fait un document en 2021 assez majeur en faisant une revue de tous les arguments en cours. Ce que les Américains aussi disent dans leur dernière politique en 2012, l'Académie des pédiatres américains, il faudrait jusqu'à 320 000 circoncisions. Donc si on se base sur le fait que les études sont exactes, on ne va pas contester les études, hein, on pourrait contester parce qu'il y a d'autres chiffres qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Mais admettons qu'on se base sur les arguments aujourd'hui des pro-circoncisions les plus forts, hein, médicalement. Il faudrait jusqu'à 320 000 circoncisions, c'est les chiffres officiels, pour prévenir un cas de cancer du pénis. Donc, les gens qui promeuvent la circoncision chez les enfants, hein, chez les adultes, on s'en fiche, hein, chez les enfants, ils préconisent de circoncire potentiellement 320 000 enfants pour prévenir peut-être un cas de cancer du pénis à l'âge adulte, hein, c'est 70 ans en général la diagnostic du cancer du pénis. Et donc, quid des 320 000 autres et toutes les complications qui peuvent en découler, ne serait-ce que les complications. Il faut savoir que même aux États-Unis aujourd'hui, il y a au moins un mort pour 100 000 circoncisions. Donc comme l'expliquent les différents groupes de médecins, en tout cas en Europe, ils disent mais si on ne peut pas circoncire des centaines de milliers de gamins pour un cas de cancer du pénis, alors qu'il y aurait plus de complications que de bénéfices. Donc la balance bénéfice-risque est totalement déficitaire.
Donc, et puis surtout, l'argument, c'est de dire, mais attendez, quelqu'un qui a un cancer du pénis, s'il en a un, donc une chance sur 100 000, c'est à 70 ans, c'est pas à 2 ans. Donc, on peut, quelqu'un, par exemple, je sais pas, voilà, quelqu'un dans l'audience là qui est adulte, qui est pas circoncis, il peut se faire circoncire s'il veut pour éviter un cancer du pénis plus tard. C'est son choix. Tout comme l'actrice, la célèbre actrice américaine dont j'ai plus le nom, s'est fait enlever les seins préventivement pour pas avoir de cancer du sein parce qu'il y avait une disposition dans sa famille, tu vois. Mais voilà, donc l'argument du cancer ne tient pas. On va pas enlever tous les seins, tous les bourgeons mammaires des petites filles pour éviter des cancers du sein. Donc l'argument ne tient pas pour une question de balance bénéfice-risque, mais surtout parce que c'est absurde. On n'enlève pas les parties du corps massivement parce que peut-être un jour elles pourront s'infecter. Ok, néanmoins, Euh, il y a une illusion statistique qui est maintenue par les pro-circoncision, qui, voilà, ils prennent pas en compte les effets négatifs, ils ne prennent en compte que les effets positifs supposés, comme tu dis. Mais donc, quelles sont ces forces, en fait? Qui sont les gens qui poussent à ce point-là l'argumentaire pro-circoncision? Parce qu'aujourd'hui, c'est très ancré hein, dans l'imaginaire de tout le monde, tout ça. alors ouais, alors juste quand même pour finir sur les arguments médicaux, parce que je Oui. pense que ça intéresse les gens, il y a des gens qui sont vraiment... Donc pour finir, je vais peut-être être un peu plus court, mais c'est le même principe. Hein. Donc alors il y a donc, je vais venir sur les IST slash VIH, c'est un peu le package, mais pour les infections urinaires, c'est pareil, c'est dans les années 80, donc ce docteur Wiswell, on s'est aperçu en fait ensuite que c'était un escroc, hein, et c'était quelqu'un qui était là vraiment pour l'argent. Et ces études étaient très contestées parce qu'en fin de compte, il y a un facteur qui n'est jamais pris en compte dans les études sur les infections urinaires, c'est que il y a toute une mauvaise pratique qui vient aussi de ce puritanisme anglo-saxon qui consiste à décaloter, je sais pas si les gens comprennent bien, à tirer sur le prépuce des gamins en pensant que c'est bien pour nettoyer le pénis. Donc, quand ils sont petits, certains enfants, leurs parents ou le médecin, et c'est encore aujourd'hui le cas, tirent sur le prépuce, donc essaient de décaloter le pénis pour aller nettoyer. Bon, il se trouve que à la naissance et durant les premières années de la vie, le prépuce est fusionné au gland et que il faut surtout pas tirer dessus en fait, il faut surtout pas décaloter, donc on parle de décalotage forcé des enfants, ça crée en fait des infections, des dommages, ça peut être très grave, hein. Il y a des parents qui nous contactent où l'enfant a été blessé en cabinet alors qu'il est en parfaite santé, et puis le médecin par méconnaissance, donc c'est des pratiques hein, maintenant qui sont contestées, hein, on fait plus ça, hein. C'est vraiment, aujourd'hui on dit ne touchez pas au prépuce des gamins, c'est normal que ce soit fusionné, ça se développe avec le temps. Mais c'est encore une pratique très courante, et aux États-Unis, c'est encore particulièrement courant, et donc dans les pays, donc aux États-Unis, typiquement où ces études ont eu lieu sur les infections urinaires, c'est un truc très courant, et ça provoque des infections. Donc ça, c'est un facteur qui n'est pas contrôlé, c'est que effectivement, il y a bien eu comme résultat, hein, c'est vrai, notre Dr Wiswell et d'autres études qui ont montré qu'il y avait un peu moins d'infections urinaires chez les enfants, alors c'est dans les 2 premières années, je crois, chez les garçons, mais le facteur que je viens d'évoquer, qui est qu'il y a massivement des parents qui décalotent leurs gamins, voire les médecins qui décalotent les enfants, n'est pas pris en compte. Il devrait être contrôlé parce qu'il y aurait des scientifiques opposés à ces résultats disent bah alors ils donnent d'autres effectivement d'autres études où il n'y a pas de différence en Europe par exemple, mais donc ils disent bah voilà c'est un biais majeur. Mais admettons même que ce soit vrai, hein, encore une fois, admettons même qu'on ne conteste pas les résultats utilisés par les pédiatres américains en 2012 qui sont encore en vogue, il faudrait circoncire entre 100 et 200 garçons pour prévenir une infection urinaire. Sachant qu'une infection urinaire, elle se traite par des médicaments, comme chez les filles. Chez les filles, il y a 5 à 10 fois plus d'infections urinaires, et personne ne propose et personne n'a cherché, en tout cas pas en Occident, de les circoncire pour essayer de baisser l'infection urinaire. Donc, on leur donne des médicaments, on donne des antibiotiques, et on soigne les petites filles comme ça. Donc, ce que disent les médecins opposés à la circoncision, ils disent bah c'est pareil, les garçons, s'il y a une infection urinaire, on peut la soigner, on va pas préventivement circoncire 100 à 200 gamins pour prévenir un cas d'infection urinaire. Donc, pareil que le cancer, ça n'a pas de sens en termes de balance bénéfice-risque et en termes simplement d'éthique médicale en fait. Donc, cancer du pénis, infection urinaire, les arguments ne tiennent pas, même s'il y a des statistiques réelles qu'on peut contester ou pas, mais même si on les contestait, ça ne tient pas d'un point de vue d'éthique médicale, on ne peut pas circoncire des gamins pour cette raison-là. Et puis le dernier argument, c'est... Alors les IST, il y a toutes sortes, il y a un package où il y a toutes sortes d'IST qui ont été invoqués, donc
là, j'ai pas le détail, on pourrait aller en profondeur sur chaque truc, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, oui, pendant un siècle, il y a eu différentes études qui ont montré qu'il y avait peut-être moins d'IST ici ou là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en population générale, donc quand on voit les hors études sur des échantillons, euh, donc des études sur, par exemple, on va en parler après sur le VIH, dans le monde réel, donc les études démographiques qui étudient les populations, donc c'est bien plus fort d'un point de vue statistique que les études qui sont faites par ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de différence. Il y a, dans les populations, les hommes circoncis, pas circoncis, ont le même taux en fait d'IST, voire parfois, même il y a une étude de Danemark là, il y a quelques années, il y avait même plus d'IST chez les circoncis. Bon, mais globalement, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Alors, je peux expliquer donc l'argument phare qui intéresse peut-être le plus les gens, c'est le VIH. Le VIH, dernier argument utilisé par les pro-circoncisions, en disant la circoncision. Alors, il y a eu toute une confusion sur protège versus réduit le risque. Alors, pas tomber dans le piège. Hein, donc, beaucoup ont dit la circoncision va protéger ou protéger partiellement du VIH. Donc, c'est totalement faux scientifiquement. Hein. Il n'y a aucune protection. Par contre, il y a bien une réduction du risque. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est très simple à comprendre. En fait, le VIH peut rentrer au niveau du pénis sur plusieurs portes. Il y a des portes sur le gland, sur l'urètre, sur le prépuce. Donc si tu enlèves le prépuce, bah, logiquement, tu enlèves des portes d'entrée pour le virus. Donc tu réduis le risque. Hein. Donc pour faire simple, étant sur un pénis avec prépuce, il y a 10 portes d'entrée. Tu enlèves le prépuce, hein, c'est environ 50% hein, de la peau du pénis, il reste 5 portes d'entrée. Donc tu ne protèges pas la personne, tu réduis son risque d'infection. C'est très important à comprendre. Hein. Ce qui veut dire qu'un homme circoncis, qui a des rapports non protégés, enfin des rapports à risque avec des personnes infectées, ça mettra peut-être plus de temps, mais il va tôt ou tard s'infecter. Hein. C'est bien pour ça que dans les études qui étudient les populations, les études en population générale, il n'y a pas de différence. Les hommes circoncis et les hommes pas circoncis ont les mêmes taux de VIH, il y a la même prévalence de VIH. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Hein. Donc il y a bien un effet de la circoncision parce qu'on enlève des points d'entrée en enlevant le prépuce, mais les gens continuent à s'infecter parce qu'il reste des portes d'entrée sur leur pénis, tout simplement. Donc il y a une grosse confusion par rapport à ça, c'est terrible. Il y a beaucoup de personnes, y compris en Occident et en Afrique, où ces campagnes ont été menées par l'OMS. On pourra montrer après un peu tout le scandale là-dessus. Il y a beaucoup dans le documentaire Arte, il y a en 2022 qui est sorti, il y a des hommes en Kenya qui disent ah ben moi, oui, je me suis fait circoncire, on m'a dit que bah du coup je pouvais enlever la capote, j'étais tranquille, etc. Et donc ils mettent plus de préservatif et ils s'infectent. Donc voilà, voilà un petit peu les arguments médicaux aujourd'hui que j'ai balayé un peu rapidement. J'espère que les gens ont compris. Et voilà, donc voilà où on en est. Donc il y a ce débat scientifique avec Et donc, ces arguments. si des professionnels de santé nous écoutent ici, est-ce qu'il y a des conseils, il y a un message que tu aimerais faire passer aux gens qui soient, je sais pas, infirmiers scolaires, médecins ou peu importe, des professionnels de santé en général, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Un message à leur faire passer. Disons que normalement, en fait c'est ça, là on arrive un petit peu sur un problème majeur qui fait que c'est le bordel sur ce sujet de la circoncision au niveau scientifique, parce que en fait, malheureusement, beaucoup de médecins, enfin certains médecins, sont biaisés par leur culture ou leur religion. C'est-à-dire que parfois c'est pas le scientifique qui parle, c'est en fait la personne qui est de culture musulmane, juive, américaine, peu importe, et qui est circoncis et qui trouve ça très bien. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que plus les médecins sont des hommes eux-mêmes circoncis dans une culture circoncision, plus ils vont avoir tendance à conseiller la circoncision ou à voilà, à pas s'opposer aux parents qui veulent circoncire, etc. Bon, c'est logique. Mais c'est problématique parce que euh, une personne de science, un médecin, normalement, qui doit respecter une éthique de base, hein, qui est qu'un corps sain, on n'intervient pas sur un corps sain, sauf si la personne le demande, bien sûr, mais sur une personne, donc typiquement un enfant qui ne peut pas consentir, si l'enfant est sain, son pénis est sain, on n'a pas à aller faire une opération chirurgicale, hein, avec ce risque de complications, donc on enlève, hein, c'est une vraie chirurgie. Hein. Donc c'est le problème, c'est que pour les médecins pro-circoncision, elles devraient faire le tri entre leurs croyances personnelles et leur travail, et leur travail de médecin.
Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc évidemment, tout dépend sur qui tu tombes, quoi. Euh, et le problème, c'est que euh, là, aux États-Unis, donc on peut y venir. Donc alors ça, on peut rentrer un peu dans un point très concret et récent. Donc en 2012, c'est une date clé dans le débat scientifique sur la circoncision. Pourquoi? Parce qu'en 2012, l'Académie des pédiatres américains euh, sort sa nouvelle politique sur la circoncision. Donc, tous les 5 ou 10 ans, historiquement, hein, c'est comme ça que ça se passe dans les sociétés savantes, ils sortent un document en fait qui dit bah voilà, nous, notre position par rapport à la circoncision. Bon, comme c'est très très répandu là-bas, la circoncision, bah, c'est pas étonnant, en France il n'y a pas ça, mais là-bas, les pédiatres américains et cette académie, ils sortent leur position sur la circoncision. Des enfants, hein, encore une fois. Et donc, donc jusqu'ici, avant 2012, ils étaient neutres pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'ils disaient ah, bah, il y a des avantages à la circoncision, donc ceux dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a des risques à la circoncision. Bon, en gros c'est kiff-kiff, puis on recommande pas la circoncision, mais les gens qui veulent le faire, les parents qui veulent le faire peuvent le faire, enfin tu vois, bon, ils se mouillent pas, quoi, mais c'était neutre, on va dire, à la vente bénéfice-risque. En 2012, là, il y a un grand changement, il y a un petit séisme, même un grand séisme qui se produit, hein, puisqu'en fait, l'Académie des pédiatres américains euh, disent les bénéfices de la circoncision l'emportent sur les risques. Donc les bénéfices sont supérieurs aux risques. Donc toutefois, ils ne recommandent pas la circoncision systématique. Hein. Ils disent oui, les bénéfices sont supérieurs aux risques, mais pas au point de recommander la circoncision. Donc en gros, les parents font ce qu'ils veulent, ils peuvent circoncire s'ils veulent, mais nous on ne recommande pas. Mais les bénéfices sont supérieurs aux risques. Alors ça, c'est énorme quand même de dire ça. C'est à peine croyable hein, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu au sujet et au plan scientifique. Il y a bien que les Américains en tout cas en Occident, qui pouvaient encore sortir un truc comme ça. Mais c'est quand même très étonnant. Donc là, ce qui se passe, et ça c'est vraiment un gros changement, donc c'est 2012, hein, c'est très récent, c'est le changement majeur de ces dernières années, c'est que là c'est tellement énorme que les Européens vont réagir. Donc c'est la grosse différence, c'est que depuis un siècle que les Américains et puis l'Angleterre, hein, mais après ça s'est baissé partout, sauf aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est le seul pays occidental, même dans le monde, qui circoncie les nouveau-nés massivement pour des raisons médicales. Hein. En Israël, typiquement, enfin les Juifs, c'est religieux, hein, c'est à 8 jours. Les musulmans, c'est variable, mais c'est avant tout religieux ou traditionnel. Là, les Américains, c'est vraiment médicalement, voilà, faut le faire. Donc ça se fait dans les 2-3 jours à la naissance. Hein. Donc c'est tellement énorme en 2012 qu'ils sortent que les Européens réagissent. Quand je dis Européens, c'est des sociétés savantes européennes, donc des sociétés de pédiatrie, d'urologie européennes. Et donc, donc ça, c'est très bien en fait, hein, parce que enfin, d'autres experts en Occident vont aller à l'encontre des Américains. Ils vont dire exactement l'inverse de eux. En 2013, il y a une coalition de médecins. Il y a donc une quarantaine de médecins issus de 16 pays européens et du Canada. Pas n'importe quel médecin, hein, c'est des têtes de chaque pays, c'est des présidents de sociétés savantes, etc. Donc il y a cette coalition de médecins qui va répondre officiellement, hein, donc ils vont publier dans le journal Pediatrics, journal américain, en contestant ce que disent les Américains, en disant, et il écrit, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il démonte poliment, mais enfin c'est quand même assez triste à lire, parce qu'en fait, il donne une leçon d'éthique médicale de base, hein, de base aux Américains en disant mais écoutez, compte tenu, donc ils énumèrent chaque argument en disant mais écoutez, c'est pas possible de circoncire pour ça, c'est absolument contre tous les principes que vous devriez défendre. Et puis ils écrivent clairement que les Américains sont biaisés culturellement, et que c'est pour ça qu'ils ont écrit cette politique-là. Donc tu vois, il y a tout il y a un affrontement qui commence à se mettre en place entre Américains et Européens sur le plan scientifique. Et donc les Américains se font défoncer. Il y a plein de réactions hors de cette coalition, il y a plein de réactions d'autres experts mondiaux ou de sociétés savantes, et même des sociétés savantes qui publient officiellement sur leur site, hein, par exemple la société, alors je sais plus, c'est aux Pays-Bas, il y a eu aux Pays-Bas, il y a même eu en Allemagne, bref, officiellement, qui répondent aux Américains officiellement. Donc les Américains se font vraiment défoncer, c'est assez triste à lire parce que, enfin, si c'était, enfin, on pourrait en rigoler, mais c'est vrai, c'est malheureux, parce que tu dis qu'une société savante comme l'Académie des pédiatres américains, qui est une des plus puissantes au monde, hein,
peut être dans des biais majeurs en fait, hein, liés à la culture américaine de la circoncision et du coup et alors je rentre pas dans le détail mais enfin en plus leur politique leur document ils se contredisent dedans, ils parlent pas du prépuce, donc typiquement dont je parlais tout à l'heure c'est que ils parlent pas du prépuce, il y a aucune, donc les Européens leur font remarquer, ils disent donc ils écrivent c'est très poliment comme c'est le cas dans les publications comme ça mais ils disent les Américains Le donc fameux, l'académie oui, le fameux livre, ouais le donc fameux ils manuel. disent les pédestres américains ne semblent pas connaître le rôle du prépuce, qui pourtant a des fonctions dans la sensibilité sexuelle, blablabla, et puis ils mettent les références, et c'est ça qui est intéressant, comme le fait remarquer Brian Earp, qui est un éthicien, un auteur majeur sur ce sujet, il dit, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 2012, ce qui se passe, c'est que ces experts aux États-Unis et en Europe, ils ont accès à la même littérature scientifique. Évidemment, hein, quand t'es un scientifique, tu vas pas piocher dans ta littérature de ton pays, tu dois piocher dans la littérature scientifique dans le monde, des études qui ont été faites. Donc ils ont accès à la même littérature, et ils arrivent à des conclusions opposées. Donc c'est incroyable. Donc pour quelqu'un qui connaît pas le sujet, c'est incompréhensible. T'imagines, alors il y a eu un débat d'ailleurs en Allemagne en 2012, même année il y a eu un débat en Allemagne, un débat national parce qu'il y a eu un tribunal de Cologne qui avait condamné suite à la circoncision d'un petit garçon qui s'était mal passé. Le tribunal de Cologne avait estimé que c'était pas dans l'intérêt de l'enfant, etc. Bon, ça fait tout un débat. Et il y avait eu un débat au Parlement européen. Nous, on avait suivi ça en direct. Il y avait même un membre de droit au corps qui était dans l'audience. Et à un moment, il y a un mec, je sais pas, un politique, je sais pas qui c'était, qui regarde comme ça le débat d'experts, si tu veux. Et puis le mec, il est perdu, il dit, mais attendez, je comprends pas. Vous êtes des experts mondiaux, donc il y avait un psychologue, un pédiatre, un neurologue, etc. Et il dit, mais vous êtes à l'opposé, qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible, comment ça se fait qu'on a une si grande disparité? Donc je sais pas s'il était naïf ou s'il savait ce qui se passait, mais évidemment il y a des gens qui défendent avant tout une pratique religieuse et une culture. Soit comment dire, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a un biais, voilà, s'ils sont de bonne foi, mais ils sont complètement biaisés par leur culture, soit, comment dirais-je, soit de manière calculée. Ça, on ne peut jamais trop savoir, mais voilà. Donc, voilà un petit peu le. Ah, mon écran, tu m'entends encore? Mon écran s'est Oui, éteint. oui, oui, je Ouais. t'entends toujours. Ouais, c'était Oui, énervé. Voilà, donc voilà un petit peu où on en est. On en arrive un peu à nos jours. C'est-à-dire que les Américains se sont fait défoncer en 2012. D'ailleurs, depuis ça fait quand même 13 ans maintenant. Leur politique, cette politique de 2012 a expiré en 2017, hein, ce qui était prévu, hein, ça dure 5 ans en général. Elle n'a ni été renouvelée, ni été. Il n'y a pas eu de nouveau document qui a remplacé. Donc en fait, c'est peut-être une première. En tout cas, et là, suite à ce qui s'est passé, c'est quand même. On peut se douter que c'est très tendu au sein des Américains de cette société savante, c'est que on est en 2025, donc ça fait depuis 2017 que il n'y a plus de politique de circoncision au sein des pédiatres américains. ok. Euh, Ouais, donc, est-ce que voilà. c'est parce que la parole se libère et donc est-ce qu'il y a un début de scandale sanitaire en fait autour de cette parole à cause de cette parole qui s'est libérée, qui fait que qu'est-ce qui fait que du coup ça. Bah, en fait, faut se mettre un peu à la place. C'est très tendu hein, sur ce sujet-là. Évidemment, c'est pas parce qu'on est aux États-Unis que tout le monde est pour la circoncision. Il y a plein de gens qui sont contre la circoncision, y compris chez des médecins. Et donc, il y a un débat en interne certainement. D'ailleurs, en 2012, quand ce document sort, il y a des pédiatres qui quittent l'Académie américaine de pédiatrie. Hein, ils trouvent ça scandaleux. Donc, il y a un shift. Euh, et donc, on a eu un article là, il y a un an où justement il parlait de ça, là, un gros article qui est sorti. Et en gros, ce qu'on comprend, comme le dit un médecin, il dit bah bon, actuellement, ils veulent, je pense qu'ils veulent pas, ils veulent plus. Enfin, c'est trop tendu. En fait, ils peuvent plus rien faire parce que, enfin, si ils rééditent la même position. C'est plus possible déjà. En 2012, c'était étonnant. Là, c'est plus possible avec les réactions des Européens massives et les données existantes, les arguments existants. Ils peuvent plus rééditer la même position. Donc, ils pourraient revenir sur une position ultérieure en disant ah ça c'est qui bon il n'y a pas plus d'avantages, c'est équilibré. Mais les Européens maintenant vont pas les lâcher, ils vont réagir. Donc c'est compliqué. Et puis il y a certainement une lutte en interne. Et puis ils peuvent pas non plus aller à l'opposé. Enfin, nous on espère bien sûr, mais c'est peut-être un petit peu tôt parce que si demain ils vont dans le sens des Européens en disant ah bah oui, écoutez finalement d'un point de vue à la fois éthique et scientifique, la circoncision des gamins à 2 jours, comme c'est le cas aux États-Unis, oui, écoutez on ne recommande plus, même on déconseille.
on aimerait qu'ils aillent là-dessus. Historiquement, ils devraient y arriver, mais c'est très tendu parce qu'imagine, là-bas, ça rigole pas, les groupes de parents. T'imagines, c'est pendant un siècle, en gros, ils ont dit oui, la circoncision, on recommande pas, mais en gros, c'est L'engagement, en ok. fait. Oui, c'est la théorie de Imagine, l'engagement. En fait, ils sont tellement engagés ouais. à défendre ça qu'aujourd'hui, faire volte-face, ce serait, voilà, ce serait renier sa propre Ah, c'est légitimité. compliqué, c'est Oui, oui, compliqué. Donc, et tout dépend des gens qui prennent le pouvoir au sein de cette académie. Donc, ça va évoluer, ça évolue déjà. Bah, le fait qu'ils n'aient pas renouvelé, bon, ça dit quand même beaucoup. Mais voilà, on verra bien dans quelques années, on verra bien ce qui se passe. Donc ok. voilà un peu où on est au niveau scientifique. Il y a ce débat-là. Et puis alors, dans les autres parties du monde, il faut savoir qu'en gros, ils copient les Occidentaux, en disant que les pays, par exemple, typiquement, les auteurs musulmans, médecins dans les pays musulmans qui vont vouloir défendre la circoncision, ils vont prendre les sources occidentales, beaucoup, donc américaines, en disant, bah voyez, aux États-Unis, ils le font, c'est très bien. Et puis dans les pays où la circoncision n'est pas du tout quelque chose de courant, personne n'en parle en fait. Je sais pas, au Japon, j'en sais rien, d'autres parties du monde comme ça, il y a à notre connaissance, c'est pas du tout de débat, les médecins n'en parlent pas, donc il n'y a y a pas de débat. Et en Europe, par contre, voilà, maintenant il y a au moins 5 6 pays qui se sont positionnés là-dessus. Bah, grâce en fait aux Américains qu'on déconne quoi, qu'on était trop loin en fait. Hein. Mais voilà, donc c'est assez récent dans l'histoire. Concrètement, juridiquement, en France, une personne qui a été circoncise, donc j'imagine sans l'accord de ses parents, est-ce que, je sais pas, est-ce que dans un monde possible, dans un monde juridique français possible, elle peut intenter une action au civil contre ses parents pour Alors, obtenir t'as dit réparation de son préjudice? T'as dit circoncis sans le consentement de ses parents. Tu voulais dire sans Non, son sans son propre consentement. consentement, Ouais, par ses ouais, parents et sans son propre consentement, oui, ouais, oui. ouais, ouais. Alors, en théorie, oui. Alors, je t'avoue qu'au niveau du droit, en droit au corps, en droit au corps, on n'est pas forcément ultra calé sur le droit dans le sens où on a du mal. Enfin, c'est euh, on a un petit réseau d'avocats maintenant et on a quelques personnes parfois qui veulent une action en justice, mais on a eu des adultes, mais qu'on portait plainte contre réparation, mais sur des circoncisions à l'âge adulte. On les a pas prévenus des dégâts possibles. Il y a eu des dégâts et ils ont porté plainte. Mais des enfants, alors oui, aux États-Unis, il y a eu des cas, par contre, Porter bien plainte sûr. à ce moment-là contre qui ils ont Au- porté plainte contre les médecins, contre l'imam, oui, oui, contre les médecins. oui. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de cas parce que là-bas, ils ont la culture du procès et puis la circoncision est très répandue. Donc là-bas, il y a eu plein de cas. Il y a eu effectivement des gens en grandissant qui ont porté plainte contre l'hôpital et qui ont eu des réparations. Alors souvent, c'est quand les circoncisions se sont mal passées. Là, c'est plus facile d'obtenir réparation quand il y a eu un dégât vraiment fort. Mais oui, il y a eu il y a un mec actuellement au Canada, si je dis pas de bêtises, on l'a vu en conférence il y a quelques mois, qui là, il monte tout un dossier pour porter plainte contre l'hôpital. Sa circoncision, pour le coup, est normale, enfin, il n'y a pas de dégâts particuliers. Euh, et il va essayer d'attaquer l'hôpital et d'obtenir réparation en montrant que sa propre mère, a été abusée par l'hôpital parce que on lui a pas donné les informations sur les complications possibles et compagnie, sur ce que ça impliquait, tout ça. Donc oui, oui, en théorie, oui, c'est possible, mais c'est compliqué. Moi, je parlais avec un avocat il y a quelques mois, et j'étais assez surpris, et lui, il me disait, enfin, comment dire, il me disait, moi, si demain un homme vient me voir pour dire, je veux poursuivre mes parents ou l'hôpital sur la circoncision faite il y a 30 ans quand j'avais 5 jours. Il me dit bon, je suis pas très optimiste sur qu'on obtienne gain de cause parce que c'est un parcours du combattant. Il faut prouver que alors ça dépend de qui porte plainte, mais c'est-à-dire que oui, l'hôpital, s'il donne pas les bonnes informations, oui, ça, il y a un angle. Mais par exemple, les parents, certains veulent poursuivre leurs parents, c'est compliqué parce que le parent, faut prouver qu'il a une mauvaise intention. Enfin, c'est Et tellement pour la justice. répandu, tu vois, Et pour la c'est justice, compliqué. c'est une boîte de Pandore aussi pour la justice. Parce que si elle ouvre les dommages et intérêts et la responsabilité civile pour une personne dans ce cas-là, ça fait jurisprudence, elle est obligée de l'ouvrir et d'appliquer le même raisonnement à tous, en fait. Et donc, à plusieurs générations, en fait, qui vont tous Ouais, c'est demander ça. réparation. Et oui, c'est Alors, ouvrir aussi. Oui. En 2012, en Allemagne, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu un tribunal donc à Cologne qui a, comment dire, j'ai pas les termes juridiques, mais qui a condamné, enfin qui a rendu un jugement alors c'était contre qui? Contre le médecin du coup, de mémoire, oui, c'était contre le médecin
Et donc, oui, il y a eu tout un débat pendant plusieurs mois, et les médecins se sont arrêtés de circoncire, ils avaient peur, ils savaient plus trop est-ce qu'ils pouvaient continuer ou pas, du coup. Et puis, il y a eu une loi express, hein, qui est passée pour sécuriser les circoncisions, hein. Donc, c'est une loi scandaleuse sous la pression des lobbies religieux et puis la peur de l'Allemagne d'ouvrir la brèche, comme tu disais, quoi. Donc voilà, donc c'est sur le plan de toute façon, nous, droit au corps, on s'appelle droit au corps, mais faut le voir dans le sens droit de disposer de son corps de manière générale, mais c'est pas, on n'est pas sur une stratégie de demander une loi. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est contre enfin, une loi arrivera peut-être un jour. D'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin d'une loi spécifique? Les enfants sont censés être protégés déjà, tu vois. Mais en fait, la société n'est pas prête, en tout cas en France, aux États-Unis, des pays comme ça, la société n'est pas prête pour avoir une loi. Quand 90% des musulmans et des juifs en France ne circonciront plus, là actuellement c'est 90% qui circoncisent, quand ce sera l'inverse, et qu'en gros, tout le monde, plus ou moins, sera, tu vois, mettons je sais pas, dans 50 ans, il y a eu des débats de société, la société a évolué, les gens trouvent ça, effectivement, que c'est dépassé de circoncire un gamin, et qu'il faut laisser les gens choisir plus tard. Peut-être que là, la société sera prête pour une loi. Actuellement, on le voit, donc au Danemark, en Allemagne, il y a eu aussi en Norvège, en Islande, les tentatives d'interdire la circoncision des enfants ont toutes échoué. Et à chaque fois, la circoncision, on ressort même renforcée, parce que les politiques flippent. Il y a une pression qui est faite par des lobbies religieux, par également parfois même les Américains, Israël, et du coup, il y a une loi qui passe pour sécuriser la circoncision. Genre, oui, vous pouvez circoncire. En Allemagne, la loi, c'est clairement écrit, hein, c'est assez dingue, mais en gros, ce qui est dit, c'est que euh, même un non-médecin peut circoncire, donc c'est incroyable, hein, on parle d'opération chirurgicale, c'est une exception, voilà. Un non-médecin peut circoncire un enfant, donc même un petit enfant, sans nécessité médicale. Donc évidemment, il protège les circoncisions juives, et les musulmans en général le font plus tard, mais certains le font aussi très tôt, hein. Donc ils ont protégé la circoncision, voilà. Donc la société n'est pas prête là-dessus, donc c'est d'abord des prises de conscience. Au droit au corps, on essaie de provoquer des prises de conscience, on essaie d'aller sur des sensibilisations partout en fait, hein, y compris dans les communautés concernées. D'ailleurs, ça évolue un petit peu. Il faut savoir que dans le judaïsme, alors c'est très minoritaire, hein, mais enfin chez les juifs, il y a des courants anti-circoncision, euh, notamment aux États-Unis, en Israël aussi, ça existe. C'est très minoritaire, hein, j'insiste, hein, je ne voudrais pas que les gens s'imaginent des choses, mais ça existe. Il y a des juifs qui veulent accueillir leur enfant dans le judaïsme sans circoncision, donc ils pratiquent une cérémonie alternative, ils appellent ça la Brit Shalom. Donc Brit Mila, c'est alliance par la coupure, c'est la circoncision. Brit Shalom, c'est l'alliance par la paix, alliance de la paix. Donc ils vont couper autre chose, un fruit, un ruban, enfin c'est symbolique, quoi, c'est symbolique. Donc c'est des rituels alternatifs. Et l'enfant n'est pas circoncis, il y a une cérémonie. Il y a même eu un documentaire en 2022, j'en parlais tout à l'heure, sur Arte, où sur la circoncision. Il y a une scène là-dessus, où tu vois une cérémonie, donc la première qui a eu lieu en France, c'était il y a 5-10 ans. Il y a eu une cérémonie comme ça qui a été faite. Donc c'est un espoir. C'est un espoir, tu vois. Donc ça peut venir même de l'intérieur plutôt que de lutter contre ces mouvements, en fait. Voilà. Il vaut mieux, de toute façon, il vaut mieux. Enfin, nous, droit au corps, donc l'association est composée de toutes sortes de personnes qui ont été circoncis pour toutes sortes de raisons. Donc bien sûr, mais si tu veux, évidemment qu'il faut un débat au sein des communautés concernées. Euh, dans le judaïsme, il y a un petit mouvement, comme je l'ai dit. Chez les musulmans, c'est plus diffus, donc c'est moins. Bien sûr qu'il y a plein de musulmans aussi, enfin plein. En tout cas, il y a des musulmans et des personnes et on le voit souvent aussi dans les couples mixtes, qui abandonnent la circoncision, bien sûr. Aux États-Unis, il y a un vrai débat, et là, on est encore d'après les chiffres, ce serait encore 70%, hein, de circoncision néonatale, donc c'est 70%, c'est énorme, mais il y a quand même beaucoup du coup qui ont abandonné. C'était plus à l'époque. Donc il y a des débats qui s'enclenchent un peu partout. Même en France, on voit la différence. Nous, à notre tout petit niveau, depuis 10-15 ans que l'association existe, enfin ça fait 10 ans, hein, c'est 2015, mais depuis 2010 avant l'association, il y avait déjà un site, un mouvement. On voit quand même que il y a des petites différences. Et puis la société évolue par ailleurs. Le mouvement MeToo, par exemple, qui est passé par là, avec des nouvelles générations de jeunes qui réhabilitent et qui remettent au goût du jour les questions du consentement, les questions du corps, etc. Ça joue aussi. Nous, quand on est sur les salons et qu'on croise des parents musulmans, des parents juifs
et qu'on leur parle de ce qu'on fait sur la circoncision, je dis pas qu'on convainc tout le monde, hein, et je dis pas, mais les gens nous écoutent et comprennent totalement. D'ailleurs, c'est très courant que des parents, typiquement des parents musulmans, nous disent. Je suis d'accord avec vos arguments, c'est vrai, ça fait sens. Bon, écoutez, moi, vous comprenez, c'est compliqué, c'est très ancré, puis la famille, il y a la pression, etc. Donc, je pense que je vais le faire, mais je suis d'accord avec vos arguments, sont totalement. Donc, tu vois, il y a même des gens, des fois, qui nous disent, bah, je vais faire la circoncision quand même, c'est trop chaud. Mais vos arguments, je suis d'accord avec, en fait. Donc tu sens, faut voir les nouvelles générations, comment ça va évoluer. Ok. Mais on vise clairement une évolution culturelle, hein. On parle de ça, hein. C'est pour ça que des gens parfois qui arrivent un petit peu dans l'association, un petit peu en colère, et qui ont le droit d'être en colère, hein, mais qui disent ah, on va interdire la circoncision, on va interdire, on fait une loi et puis dans 5 ans c'est fini. Bon, c'est pas très réaliste, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie réelle, en fait, hein, sur une pratique culturellement ancrée comme ça depuis des siècles et des siècles. Oui. Vous voulez lutter contre la circoncision, c'est le but de l'association, mais vous voulez le faire de manière réaliste et vous êtes plutôt optimiste parce que vous avez l'impression que, en tout cas, la tendance va à l'arrêt de la circoncision. Même les personnes religieuses, en fait, euh, elles continuent de circoncire à cause de la pression familiale, la pression sociale, mais en fait, elles entendent vos arguments, en fait, quand elles sont Ouais, mises en ouais. contact avec vous. Oui. Ouais, les gens comprennent, hein. C'est rare que les gens, quand même, soient bloqués, ouais. Oui. Écoutez, les gens du public, si quelqu'un a une question à poser, une remarque à faire, n'hésitez pas à lever la main. C'est le moment de le faire. Je vous rappelle que la conférence de droit au corps qui se déroule a lieu sur RPMP. Donc RPMP, c'est religion, philosophie, métaphysique et politique. On est un Discord principalement de débat, mais pas uniquement. On fait aussi des conférences comme celle-ci, des entretiens épistémiques et des tas d'autres événements. Et vous pouvez nous rejoindre pour les gens qui nous regardaient sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description. Salut Nocto, t'avais une question, une remarque? Salut, bonsoir, salut Nicolas, salut Walter. Merci pour la conf, c'était vachement intéressant. Même si ça me fait toujours mal d'entendre que ça reste une opération irréversible, hein, mais bon, voilà, je vais finir par l'accepter au bout de 30 ans quand même. Euh, j'avais une question moi sur tu parlais d'une personne qui a enclenché une procédure judiciaire contre l'hôpital, c'est ça, où la personne a été circoncise, c'est ça? Ouais, 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 il y a un cas au Canada qui est un mec qui est très motivé, en train de monter un gros dossier, là, ouais. Ok. Bah écoute, moi je suis très intéressé. Je sais pas si éventuellement il pourrait être possible d'être mis en contact avec cette personne parce que bon, évidemment moi je suis en France donc ça fonctionne différemment, mais juste sur le principe c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que voilà moi j'avais pour projet du coup enfin je me suis aussi entouré d'avocats pour lancer une action en justice moi. Mais bon, voilà, je savais pas trop comment il me prend dans la base, mais c'est vrai que j'avais pas pensé forcément Ah, à, alors, à- ouais, bah, alors, donc nous, ce qu'on entend depuis quelques mois, c'est que dans droit au corps, ou pas de droit au corps, mais il y a des réseaux qu'on connaît, il y a des gens qui commencent à dire, je veux porter plainte, je veux faire un truc. Et il y avait une question dans certains réseaux de dire, mais on va faire un truc ensemble. Donc dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est d'envoyer un mail à droit au corps, ou bah, par Discord, je sais pas si on peut être en contact aussi, hein. je suis sur votre Discord et je connais Cyril. Ah bah, très bien, donc tu te mets en contact, et nous on va te mettre en contact, et on va essayer, pourquoi pas, de réunir les personnes motivées pour voir s'il y a un truc à faire ensemble. Alors tu sais, je sais que moi je connais pas bien, mais aux États-Unis je sais qu'ils font des actions collectives et que ça marche beaucoup comme ça. Je sais pas si en France c'est pas le même droit, hein, donc c'est pas forcément Hmm. pareil, Ouais, mais, ouais, c'est mais, un peu mais oui, différent. il y a peut-être un truc à faire. Il y a les avocats qui sont peut-être pas chauds pour porter le dossier, mais d'autres qui sont peut-être beaucoup plus chauds. Il faut voir aussi la motivation et les forces en présence. Donc un groupe sera peut-être plus fort. Oui, oui, de toute façon, pour que ça change, il y a plein de façons de faire. Et une façon, c'est ça, c'est que les hommes qui ont été circoncis et qui en sont mécontents se lèvent et, bah, par exemple, fassent une action en justice. D'autres vont faire une autre méthode ou quoi, mais oui, oui, bah, c'est ça. Si les gens sont motivés, on va essayer de constituer, on va essayer de pousser ça, ouais.
Bien sûr. Super. Je voudrais pas monopoliser la parole, donc est-ce que je peux avoir 3 minutes juste pour expliquer un petit peu mon cas, Walter, si ça Ah, te dérange pas? absolument, oui, avec plaisir. De toute façon, personne d'autre n'a levé la main, donc Ah, ok. t'as le champ libre. Bah moi, du coup, bon, Nicolas, comme tu l'as compris, moi, voilà, je suis apostat de l'islam. J'ai été circoncis très très jeune. Enfin, très très jeune, enfin, c'est-à-dire que je m'en rappelle encore, c'est que j'avais 9 ans et demi. J'avais 9 ans et demi et la circoncision, alors ça s'est fait dans une clinique, mais comme l'anesthésie ne prenait pas, bah, le médecin, il m'a dit, le clinicien m'a dit, ben, mets ce bout de tissu entre tes dents. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, donc les répercussions psychologiques et tout ça. Voilà, bon, j'ai fait quelques séjours en HP et tout, en partie par rapport à ça, hein. Voilà, j'ai eu pas mal de complications. J'en souffre encore aujourd'hui, mais bon, voilà. Et j'en ai parlé vraiment à mes parents, en fait, au début, et moi, je leur disais que je leur en voulais beaucoup. Et au final, je sais que, voilà, comme tu le disais, voilà, c'est généralement les personnes sont très peu informées, ils font ça par tradition ou parce que c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à machin. Et tu vois, j'en ai parlé à mes parents et moi, au début, l'action en justice, de base, je comptais en fait porter plainte contre eux. Mais en fait, en discutant avec eux, je me rends compte que, bon, de toute façon, bon, je suis pas un expert en droit, mais effectivement, si tu peux pas prouver la mauvaise foi de la personne ou l'intention de nuire, tu risques pas grand-chose, d'en obtenir pas grand-chose. Mais du coup, ben, mes parents, tu sais, pourtant qui sont vraiment super, super pratiquants, etc., ça m'a même surpris de leur part de les entendre me dire que même mon propre père m'a dit si j'avais su à l'époque que ça t'aurait fait autant de mal, jamais je te l'aurais fait. Mm. Et je sais pas si c'est symptomatique du fait que les médecins, même peut-être même en toute bonne foi, ne parlent pas des risques, ne parlent pas ou ne parlent pas des complications. Bon, de toute façon, maintenant que j'ai les pieds dans le plat, allez, je le dis, j'en ai rien à foutre. Voilà, moi, je considère vraiment que cet acte a ruiné ma vie sexuelle. Euh, Dans le sens où, bah, pour faire, voilà, je vais pas faire un dessin, mais en gros, je ne sens rien. Voilà. Et bon, aujourd'hui, voilà, avec le psychiatre, on ne sait pas déterminer si c'est quelque chose de physique ou de psychologique, mais bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. J'ai beaucoup de mal dans mes rapports sociaux aujourd'hui, ne serait-ce que le contact avec mes parents, enfin le contact physique avec mes parents, c'est quelque chose de compliqué. Donc, Mm. je pensais pas pleurer ce soir, mais voilà, voilà, je voulais juste apporter ça et je suis quand même content de voir qu'il y a quand même possibilité de recours, des recours possibles. Enfin, pas sur le plan chirurgical évidemment, mais au moins sur le plan, ne serait-ce que remettre alors je vais pas le terme, ce n'est pas le terme juridique, mais ne serait-ce que voir directement en fait avec la clinique et le praticien en question. Et puis moi, si j'ajoute à ça le fait que mes parents, voilà, ça les a choqués en fait d'apprendre que voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé, que voilà, j'en fais encore des cauchemars le soir, quoi. Et donc forcément, ça me trigger très vite quand il y a des gens qui, je sais pas si sur le serveur, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui m'avait vanté les bienfaits de la circoncision. Je pense que la personne s'en rappelle parce que j'ai dû péter un câble à ce moment-là. Mais voilà, bon, je pense que j'ai un peu trop monopolisé la parole, donc désolé les gens et merci Nicolas pour ton intervention et bah, je vais me remute du coup. Il n'y a pas de souci. Si Nicolas, t'as une... Ouais, bah, merci beaucoup pour ce témoignage, hein. C'est très important que les gens aient la force, comme donc Nocto, de témoigner, parce que on entend trop souvent dire que la circoncision n'a pas d'impact, ou enfin les gens souvent défendent la circoncision en disant non, non, mais aucun souci. Il y a une phrase typique, hein, très courante, hein, qui est de dire ah mais personne ne s'en plaint.
Ça, c'est tellement une phrase courante, que ce soit en France ou ailleurs, qu'il y a même une association qui s'est créée en Angleterre qui s'appelle Men Do Complain. Les hommes se plaignent. Donc, pour dire, bah oui, il y a des gens qui se plaignent. Pas tout le monde, mais il y en a qui se plaignent. Et là, ce soir, c'est une preuve de plus. Et partout où on va, sur les salons qu'on fait en physique, dans les conférences qu'on fait en ligne, avec les gens qu'on rencontre, il y a toujours des gens qui évidemment se plaignent à différents degrés de leur circoncision. Donc merci pour ce témoignage, c'est très important. D'ailleurs, donc puisque tu connais un petit peu, je crois, Cyril, donc tu n'hésites pas. D'ailleurs, on publie les témoignages écrits, même pourquoi pas vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment, si tu le souhaites, on pourrait tout à fait faire passer un témoignage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est intéressant dans ce que dit Nocto aussi, c'est que en fait, le vrai scandale, il est pas tant au niveau des parents enfin, aucun parent a priori se lève le matin en se disant je vais faire du mal à mon enfant. Aujourd'hui, on va laisser le circoncire et je vais lui faire du mal, hein. Je vais vraiment lui flinguer sa vie sexuelle. Personne ne se dit ça. Donc, les parents ne font que reproduire une pratique qu'ils pensent bonne pour leur enfant. Les personnes qui circoncisent le font parce qu'ils pensent que c'est ok. Donc, le scandale, il vient des médecins. Donc j'ai raté, je sais plus si c'était en France, mais peu importe. Le médecin le médecin devrait dire aux parents, attendez, je vous préviens, déjà il devrait pas la faire si l'enfant est sain, première chose, et il devrait dire aux parents, mais attendez, c'est une opération chirurgicale, il y a des conséquences plus ou moins importantes qui peuvent en découler. Dans tous les cas, vous enlevez une partie du pénis de votre enfant, la conséquence déjà première c'est ça, c'est que vous enlevez une partie sensible, on sait ce que c'est que le prépuce aujourd'hui, etc. Donc c'est ça le scandale, moi ce qui me choque le plus, c'est ça, c'est que les médecins ne fassent pas leur devoir en fait. Et on était à une conférence il y a un an ou deux là devant des médecins justement, les gens à la fin nous applaudissent, à 90% sont d'accord avec nous, hein. En France quand même, la plupart sont contre la circoncision en tant que médecin de base. C'est évident, mais il y a une médecin qui prend la parole et qui est pas pour la circoncision, mais qui dit mais moi, écoutez, je suis un peu coincé parce que les parents viennent me voir, ils veulent faire circoncire. Du coup, comme j'ai pas envie qu'ils le fassent dans une cave, je leur fais un faux diagnostic de phimosis. Donc ça c'est le coup classique, hein, on fait un faux certificat médical pour dire qu'il y a un souci au niveau du pénis, pour que la circoncision se fasse à l'hôpital et soit remboursée, etc., etc. Mais du coup, ça ne s'arrête jamais. Si un médecin ne fait pas son devoir et en fait dit allons-y, quelle est la limite? Donc comme a répondu d'ailleurs la personne de droit au corps qui faisait la médecin qui faisait la présentation de droit au corps, elle dit mais à ce moment-là, un parent qui vient vous voir pour faire enlever une partie du sexe de sa fille, enlever le prépuce clitoridien, enlever un bout de la lèvre vaginale, enlever, je sais pas, qu'est-ce que vous dites? Vous allez aussi dire bah oui, alors on va essayer de trouver un justificatif. Enfin, quelle est la limite? Donc les médecins devraient renseigner les parents qui sont de bonne foi en fait. Donc voilà, c'est ça le scandale, hein. Ça aussi, nous, on a parlé de la circoncision beaucoup, on a brièvement parlé de l'excision. Euh, il y a d'autres formes de mutilation génitale qui existent. C'est quoi en gros, qu'est-ce qui existe comme forme de mutilation génitale en dehors de la circoncision et l'excision telle qu'on la connaît? Ouais. Alors faut savoir que il y a 4 formes de circoncision masculine et 4 formes de circoncision féminine. Donc contrairement, parce que ça c'est aussi un argument, c'est que souvent, d'ailleurs c'est pas vraiment un argument qui se tient, beaucoup de gens disent ah mais la circoncision masculine, ça n'a rien à voir avec l'excision. Sous-entendu, l'excision c'est extrêmement grave, la circoncision c'est pas grave, beaucoup moins grave, donc on peut le faire. Déjà l'argument se tient pas. À partir du moment où tu interviens sur un corps sain et que tu enlèves une partie du sexe d'un enfant qui ne peut pas consentir, quel que soit le degré d'invasivité, il y a problème. Après que tu retires un prépuce, une lèvre ou autre chose, il y a problème. Bien sûr que certaines formes de mutilation sexuelle féminine, notamment l'infibulation ou quand le clitoris est touché, bien sûr qu'il y a des dégâts qui peuvent être bien plus graves que l'ablation du prépuce du pénis. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de formes d'excision, ou du coup on peut parler de circoncision féminine, qui concernent c'est la même chose, c'est l'ablation du prépuce clitoridien, en fait, hein, sur le clitoris est recouvert par un prépuce, en fait, on parle de prépuce clitoridien ou de capuchon du clitoris. Et il y a des pays, notamment en Indonésie,
c'est très répandu, il touche uniquement au capuchon du clitoris, et voire parfois, il n'y a même pas d'ablation, ils font une piqûre. Alors évidemment, pour des associations comme la nôtre, c'est intolérable, hein. On ne devrait pas toucher au sexe de l'enfant. Mais tu vois, il y a différents niveaux de gravité. Mais nous, notre discours, c'est pas de commencer à classifier, à dire, bon, bah ça, c'est ok, parce que c'est moins grave que ça. Non, le discours, c'est de dire, on n'intervient pas, on ne touche pas. Mais ça touche Euh, toujours plus ou moins au prépuce pour les hommes et au clitoris pour les femmes, en fait. Les mutilations génitales, c'est toujours autour de ces parties-là. oui, alors je crois que statistiquement, les formes les plus répandues d'excision, ça touche le prépuce, hein. L'infibulation, ça reste une forme, c'est pas majoritaire en tout cas. Mais peu importe, en fait, il y a différents degrés, ça oui, c'est vrai, il y a différents degrés de gravité, bien sûr. D'ailleurs, on pourrait aussi parler de circoncision partielle, avec des circoncisions même, donc il y a différentes formes de circoncision, comme je disais. Alors j'explique pas, j'ai plus en tête exactement, bon, la forme la plus connue, c'est l'ablation du prépuce simple, mais parfois il y a plus ou moins de peau qui est enlevée. Il y a même des circoncisions beaucoup plus invasives qui se font chez les aborigènes d'Australie. Alors, je ne sais pas si je pourrais bien le décrire, mais en gros, ils enlèvent toute la peau. Enfin, c'est extrêmement invasif. Pour le coup, c'est extrêmement grave. Mais en tout cas, il y a souvent en Occident cette vision de l'excision égale une petite fille noire au fin fond de l'Afrique dans un village avec une lame de rasoir qui n'est pas stérilisée, versus la circoncision, c'est un petit garçon à l'hôpital, anesthésie et compagnie. Donc forcément, il faut comparer ce qui est comparable. Si c'est ça la position dans la tête des gens en Occident, oui, c'est pas comparable. Mais dans les faits, les deux existent. Il y a également des petits garçons noirs au fin fond de l'Afrique avec des lames de rasoir non stérilisées qui se font circoncire avec des complications terribles. Et il y a également des petites filles qui sont coupées le prépuce clitoridien, anesthésiées en Indonésie ou je ne sais pas où. Enfin, à vérifier s'ils anesthésient en Indonésie. Mais en tout cas, tout existe. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, où on veut en venir en fait? C'est quoi? On veut justifier donc certaines formes. Donc certaines formes de mutilation sexuelle seraient tolérables parce qu'elles sont moins graves que d'autres. Toi, ça n'a pas de sens. Toi, que couper le doigt d'un enfant, c'est moins grave que de lui couper la main. On est d'accord. Et donc, est-ce que ça rend le fait de couper un doigt tolérable parce que c'est écrit? Bon, Et donc la tu vois, double faute. c'est ça. Donc, Tous les l'argument de la autres, gravité, oui, 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 oui. L'argument de la double faute. Là-bas, ils ont fait pire, et donc moi, voilà, tout ce que j'ai pu faire c'est sera ça. justifié, oui, sous prétexte que voilà, ce que j'ai fait était pire. Oui, oui, oui. Et il y a un autre argument que je voulais donner important aussi, parce que c'est un peu les personnes qui. Nous, on a répondu à Causeur, il y avait le magazine Causeur qui a fait un article sur la circoncision assez catastrophique. On leur a répondu, donc c'est sur le site, vous pouvez aller voir, hein, ça date de décembre. Et on répond à cette position assez étrange, en fait, enfin, intenable éthiquement, hein, qui dit que. Enfin, en fait, qui consiste à condamner toute forme d'atteinte sur la vulve, dès que c'est une vulve, toute atteinte est condamnable, mais l'ablation une atteinte au pénis, donc l'ablation du prépuce, serait tolérable. C'est intenable. Et les arguments qui sont donnés par les gens qui ont cette position-là, c'est de dire ah, mais c'est pas pareil au niveau de la gravité. Donc, ça, on en a parlé déjà, ça dépend. Des fois, c'est comparable, et dans tous les cas, l'argument se tient pas. Et l'autre argument qui est donné, c'est ah oui, mais la circoncision a des avantages pour la santé, pas l'excision. Et ça, c'est un argument qui est très dangereux, en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où les études vont trouver des avantages, entre guillemets, hein, statistiques, hein, donc c'est-à-dire à enlever une partie de la vulve, par exemple, si on enlève les lèvres vaginales, peut-être qu'il y a un peu moins de cancer, va savoir un peu moins d'infections, comme pour le prépuce, 1% 1000 en moins, etc. C'est possible théoriquement. Et C'est qu'est-ce ça. que ça voudra dire? Ça voudrait Oui, dire que ce jour-là, ça voudrait dire qu'on pourra donc, ce sera donc ok de couper une partie du sexe des petites filles. Bah non, bien sûr que non. Donc ça, ce sont des leurrs en fait. Faut faire attention dans les débats comme ça, pas se faire piéger. Je veux dire, on s'en fout un peu en fait que y ait 1%, 1 pour 1000 ou 1% de moins de telle infection, alors qui pourrait survenir si on n'enlevait pas cette partie du sexe. L'enfant est sain, on ne touche pas, point. Il fera ce qu'il veut une fois adulte. C'est simple en fait. Donc il ne faut pas se faire piéger sur les trucs comme ça. Et ça, l'OMS a un discours catastrophique là-dessus. Il y avait une conférence où un chercheur. que dit l'OMS, et oui, ok. Et Il y a un chercheur. qu'est-ce qui fait dire ce qu'elle dit à l'OMS? Pardon, excuse-moi. Non, J'ai pas vas-y, compris. oui. Non, Oui, et l'OMS, ben, c'est que l'OMS à dire ce qu'elle dit, hein.
Bah, l'OMS a un discours comme ça. Il y avait un chercheur qui parlait de cette conférence où en fait il parle de circoncision, et puis il y a un mec dans le public qui se lève qui dit mais quand même il y a un peu il dénonce un peu le double standard américain, hein, disant mais là quand même vous condamnez les petites filles, ok très bien, vous tolérez rien du tout, mais les circoncisions on y va quoi. Et le mec de l'OMS répond oui mais la circoncision a des avantages pour la santé. Et c'est catastrophique. Parce que, actuellement, il faut savoir que les gens, les personnes qui promeuvent la circoncision féminine, euh, sachant ce discours-là, se disent quoi? Se disent, ah bah on a plus qu'à trouver un petit avantage. Et puis c'est bon, l'OMS nous laissera tranquille, on pourra circoncire nos petites filles. C'est ça qui se passe. Et donc, on voit dans les publications scientifiques, hein, et près de chercheurs, de penseurs de pays où l'excision se pratique, on voit un discours qui commence à apparaître, à dire ah mais les avantages, les avantages, et ils donnent les mêmes raisons. Ah ben l'hygiène c'est mieux, en fait si on enlève les lèvres vaginales, il y a moins d'infections parce qu'il y a moins de plis de peau. Qu'est-ce qui a été invoqué il y a des médecins égyptiens dans une publication qui ont dit les mêmes arguments. Il y a un peu moins de cancer, il y a un peu moins d'infections, etc. Oui, Tu vois, oui, il manque plus il qu'à suffit bricoler un petit avantage comme et ça, et bien pour pouvoir légitimer les pires c'est ça. mutilations, en fait. Et Oui. ça, c'est la porte. Et comme l'explique Brian Earp, l'éthicien dont je parlais tout à l'heure, la- si on ouvre cette porte-là, il pourrait se produire exactement la même chose qui s'est passé avec la circoncision masculine en Occident, aux États-Unis. L'histoire pourrait être la même. C'est-à-dire qu'il y a des médecins biaisés par leur culture, leur religion, qui veulent absolument défendre la pratique. Donc, en l'occurrence, ce serait donc l'excision, ou certaines formes d'excision en tout cas, et qui, se servant en essayant de trouver des petites justifications, pourrait ensuite pousser et dire bah voyez en fait il y a des avantages et puis enfin donc c'est extrêmement dangereux, donc c'est les arguments qui se tiennent pas quoi. Messieurs, on a une question de Samos dans le chat qui peut, à mon avis, il a son mauvais micro en ce moment, donc il pourra pas la poser à l'oral. Il demande si l'interdire jusqu'à 18 ans, donc la circoncision, hein, si l'interdire jusqu'à 18 ans pourrait être une solution pour toi. Et si une personne adulte consentante voudrait se circoncire, est-ce que ça te poserait problème? Donc je pense que la deuxième question, tu as déjà répondu que non, hein, une personne adulte qui voudrait se circoncire, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que tu serais OK pour qu'on l'interdise, qu'on la rende illégale jusqu'à 18 ans? Alors effectivement donc il faut bien clarifier une chose, c'est que là je vais être plus global, hein. Les modifications corporelles et donc sexuelles mais plus largement corporelles ne sont pas un problème en soi. Le problème, c'est quand c'est imposé à autrui. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui consent, qui a envie de modifier son corps, donc son sexe, ses seins, j'en sais rien, son nez, etc., c'est pas un problème en soi s'il le veut. S'il le veut. Donc, en fait, c'est très simple, hein. Le débat éthique aujourd'hui, c'est vraiment sur cette question, hein. Donc, effectivement, pas de souci sur une personne consent, quelle que soit la modification corporelle que la personne veut faire. Il faut bien sûr que le consentement soit libre et éclairé, donc cette personne soit apte à consentir et que le médecin fasse son boulot d'information. Donc je suppose hein, qu'une femme qui veut se faire retirer des seins préventivement ou modifier ses seins pour être plus beau, je ne sais quoi, je suppose que le médecin lui fait signer un formulaire de consentement en lui expliquant les risques de l'opération, etc. Bon. Donc ça, y a aucun souci là-dessus. Après, sur la question des 18 ans, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué un peu rapidement peut-être, droit au corps n'est pas sur une approche on n'a pas, justement, nous, on lance le débat pour trouver les conditions du consentement. Donc, par honnêteté intellectuelle, et d'ailleurs, dans le droit au corps, les gens ne sont pas d'accord entre eux, donc comme ça c'est rapide, on ne dit pas, bah voilà, il faut 18 ans, il faut ça, ça, ça. Non, non, on dit, il faut ouvrir le débat sur cette question, et il faut qu'on trouve quelles sont les conditions du consentement. Alors, est-ce que c'est 18 ans l'âge? Est-ce que c'est un peu moins? Parce que certains parlent de 15 ans, la majorité sexuelle, est-ce que c'est 16 ans? Moi, j'ai un médecin qui m'a raconté qu'il avait fait circoncire un enfant de 14 ans. Ça paraît tôt, mais l'enfant il voulait absolument se faire circoncire parce que, pour des raisons religieuses, je crois, il était à fond sur la circoncision, il était ultra motivé, et le médecin estimait qu'à 14 ans, il pouvait consentir à sa circoncision. Bon. Donc tu vois, donc 18 ans, souvent c'est un peu simplifié de ramener juste ça à 18 ans. C'est
déjà l'âge, et c'est effectivement, est-ce que c'est 18 ans parce que c'est l'âge légal, en tout cas de majorité en France? Est-ce qu'il y a un âge peut-être qui tourne plus autour de la majorité sexuelle qui pourrait être plus jeune? Et surtout, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Donc ça, nous, on ne présage pas de tout ça, on veut ouvrir le débat, on a chacun un peu nos idées, mais très clairement, ce qui est sûr, c'est qu'il faut attendre que la personne ait un sexe, comment dirais-je, assez développé, en état de marche, enfin, qui n'est plus expérimenté. C'est sûr que on voit bien que tout se joue au niveau de la puberté, que la personne doit être en tout cas pubère, et donc est-ce que c'est 14, 15, 16 ans, 18 ans, je ne sais pas, il faudrait décider de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est acceptable, difficile de répondre. Mais en tout cas, il faut que la personne soit apte à consentir au niveau psychologique, et puis et que son corps soit assez développé. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui donne comme information? Parce que ça peut être très rapide, hein. Aux États-Unis, t'as les médecins, ils disent rien aux parents, hein. Donc les études sur la sensibilité du prépuce, sur les conséquences de la sexualité, ils les disent pas. Donc il faut signer un formulaire, mais il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'on met sur le formulaire de consentement? On voit bien que dans chaque pays, et même des fois selon les régions, les formulaires sont pas les mêmes. Donc il faudrait un petit peu mettre les choses au clair là-dessus. Donc c'est un débat qu'on lance, et puis ça avance doucement. Et très clairement, les choses devraient se renforcer quand même, hein. D'ailleurs, aux États-Unis, ça a évolué, hein. Par exemple, il y a une époque, encore relativement récente, hein, jusqu'aux années 80, moi j'ai eu plein de témoignages de gens de là-bas aussi, où c'était vraiment automatique, rien du tout, les parents signaient même pas, c'était vraiment les circoncisions à la chaîne, tac, 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 tac. Tiens, Et puis vous êtes en aujourd'hui, quand contact, même. droit au corps, vous êtes en contact avec des associations américaines Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on est membre de l'Alliance mondiale pour l'abandon des mutilations sexuelles, qui est un truc qu'on a cofondé il y a quelques années. Donc, ça a permis de réunir toutes les associations, enfin beaucoup en tout cas, et d'avoir des conférences, des conférences et des réunions régulières. On en a une récemment d'ailleurs. Où on a nos amis anglais, américains, allemands, danois, anglais, suisses, etc. Donc oui, c'est intéressant parce que chacun a un petit peu sa stratégie, on voit un petit peu ce qui se passe dans chaque pays. Donc les choses avancent doucement, mais ça reste un truc tellement ancré, tellement... Ok. C'est compliqué, hein. Le même Samos se repose une question, le même que tout à l'heure. Alors peut-être que tu ne sauras pas nous répondre. En tout cas, il demande est-ce qu'il y a un âge de consentement concernant la chirurgie esthétique en France aujourd'hui? Est-ce qu'en dessous d'un certain âge, on peut Ah, consentir c'est intéressant parce que justement, il y a des auteurs qui font remarquer que pour les filles qui se font comment dire, des chirurgies esthétiques au niveau de la vulve. Alors du coup, j'ai plus en tête exactement, mais effectivement, je crois bien que, alors je sais pas si c'est un truc qui est, je pourrais pas dire, mais je crois que c'est possible même avant 18 ans, il me semble, pour des chirurgies esthétiques. sûrement avec un accord des parents, non? Ouais, voilà, c'est vrai que pour le coup, je vais pas m'avancer. Je suis pas sûr, mais il y a des auteurs qui font remarquer des incohérences comme ça sur le fait qu'on ferait pas ça. Ouais, ouais, il y a ça. Il y a un truc aussi rigolo entre guillemets qu'on peut dire. On peut trouver des choses comme ça. Par exemple, un tatouage. Je pense que si tu amènes ton enfant pour le faire tatouer à quelques jours ou même quelques années, tu vas avoir des problèmes. Je pense qu'il n'y a pas un tatoueur qui va accepter de le tatouer. Alors que c'est beaucoup moins invasif qu'une circoncision où t'enlèves une partie du pénis. Donc c'est intéressant de me faire remarquer comme ça les incohérences un peu. Et donc oui, non, il y a clairement Mais voilà, il faut trouver qu'est-ce qu'on dit aux gens, à quel âge on peut consentir. Est-ce que c'est une question d'âge, est-ce que c'est du cas par cas. En tout cas, très clairement, si la personne est apte à consentir, elle doit pouvoir faire ce qu'elle veut de son corps, hein. Droit au corps, hein, ça veut dire droit de disposer de son corps, c'est-à-dire on va pas atteindre au corps d'autrui, mais ça veut aussi dire laissez-moi faire ce que je veux de mon corps. Moi, plus tard, si j'ai envie de m'enlever une partie du, voilà, tu vois, là j'ai été chez le dentiste ce matin. Bon, j'avais une carie, ma première carie, hein. Donc bon, le dentiste a fait son boulot de dentiste, c'est-à-dire que au lieu de m'arracher la dent, tu vois, et il a proposé la chose la moins invasive. Donc ils font ça très bien. Donc, mais moi, si je décide de me faire enlever la dent, pour le coup, je sais même pas s'il accepterait. Ça pourrait lui paraître contraire à l'éthique. Mais je dois bien trouver quelqu'un qui accepterait de m'enlever la dent si je le souhaite. Tu vois, au Japon, j'ai vu ça. Il y a un article récemment. Oui. Ils se font des, je sais pas, ils slim les dents. Il y a des opérations des dents parce qu'ils trouvent ça plus esthétique, y compris chez les jeunes, hein. Et ils se liment les dents. Voilà, bon, après on aime ou on n'aime pas, mais donc ça, toutes les modifications corporelles sont ok si elles sont consenties.
et que les personnes sont au clair sur les conséquences possibles. Alors toutes. Bon, je vais pas lancer un autre débat, mais il y a des mutilations qui peuvent être beaucoup plus graves, hein. Si une personne, je sais pas, est d'accord de se faire amputer d'un membre parce que voilà, pour une raison XY alors qu'elle a aucun problème de santé, voilà, une personne majeure, Oui, est-ce qu'il faut vraiment la laisser faire? Ça, non, bah là, évidemment, après, un médecin, en théorie, va pas faire n'importe quoi, mais tu trouveras de tout, hein. Tu sais, s'il y a de l'argent au bout, tu trouveras de tout. Et évidemment qu'en général, le médecin, quand il accepte de pratiquer une chirurgie pour une raison non médicale sur quelqu'un qui le veut, c'est parce que cette modification corporelle concerne quelque chose qui est comment dire, de légitime. Bah, typiquement, la circoncision, tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que pour certains, ça a du sens. Donc un médecin qui voit un homme arriver en disant, bah voilà, moi je veux me convertir au judaïsme, j'en sais rien, je vais me faire circoncire pour ça, oui, j'ai toutes oui, les oui. conséquences, etc. Bah, le médecin, il peut refuser, il y en a qui refusent hein, catégoriquement, mais il y en a qui vont accepter, et pour moi, ça pose pas problème, c'est quelque chose qui existe, donc ça a du sens pour certains, la personne est ok, tu vois, pas de souci. Quelqu'un qui arrive en disant, coupez-moi le bras s'il vous plaît, parce que j'ai la phobie de mon bras gauche, bon, après, si tu prouves que la personne souffre vraiment d'avoir un bras gauche et tout, bon, mais bon, là on rentre dans des choses, bon, évidemment, faut voir de quoi on parle, Oui. mais les chirurgies esthétiques, oui, chirurgie esthétique, ça peut s'entendre aussi, mais pareil, hein, et je pense qu'il y a des médecins qui hésitent, ou il y en a qui en font un business, mais certains doivent quand même hésiter selon l'invasivité des pratiques. Mais voilà, les seins, c'est un truc qui est courant, on parle des seins, des fesses, des personnes qui se sentent mal dans leur corps, qui veulent, ou pour avoir des seins plus gros ou même plus petits, hein. Il y a des femmes j'avais je crois une amie qui hésitait parce c'était vraiment un poids pour elle et donc elle voulait se faire enlever une partie, enfin comment dire, avoir moins de poids, ça peut s'entendre, tu vois. Donc ouais. Ok. Si, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui souhaitent venir poser des questions à Nicolas sur le sujet? Je vois que Samo est en train d'écrire dans le chat. Peut-être qu'il est en train de poser une autre question. Hésitez surtout pas à venir prendre la parole, hein. La Ouais. conférence, ça fait 90 minutes que la conférence a commencé, donc on touche plus ou moins à la conclusion. Je vous rappelle que la conférence vous est proposée par RPMP, Religion philosophique, métaphysique et politique, un serveur de Discord de débat, et que Nicolas, que nous recevons actuellement, est représentant de l'association Droit au corps et non pas Droite au corps, comme je l'ai écrit dans le titre de cette conférence. Et que Droit au corps est une association de droit français à but non lucratif qui fait la promotion de l'abolition de toutes les formes de mutilation sexuelle, qu'elles soient masculines ou féminines. Donc ça comprend la circoncision, l'excision et voilà toutes ces pratiques. Oui, on pourrait parler aussi Ouais. enfin, je maîtrise pas le sujet, donc je vais pas trop me lancer, mais on pourrait quand même mentionner nos amis intersexes. Donc, il y a une association qui s'appelle le CIA, donc c'est le collectif intersexe activiste, Ah oui. donc qui lutte contre les modifications sexuelles des enfants intersexes. Donc en fait, les intersexes, c'est des personnes qui naissent avec des organes sexuels qui ne sont pas typiquement masculins ou féminins. Donc il y a tout un spectre de variations avec des pénis ou des vulves qui vont être ou des clitoris qui vont être estimés trop ou pas assez grands ou trop petits, etc. Et donc il n'y a pas de nécessité médicale, hein. Ils sont en bonne santé en fait, c'est juste des variations. Mais tu t'en doutes, il y a des parents qui flippent et des médecins qui disent aux parents ah bah il faut absolument couper ici là pour les faire rentrer dans une norme. Donc on parle d'opération de normalisation. Et évidemment, des gens en souffrent terriblement. Il y a des choses terribles, hein. Il y a des associations donc, comme le CIA que je citais, donc Collectif Intersexe Activiste. Vous pouvez aller voir leur site. Nous, on relaie leurs publications sur nos réseaux. Qui, pareil, en fait, c'est le même discours, c'est de dire s'il n'y a pas de nécessité médicale, laissez la personne grandir. Si plus tard elle veut une opération, elle pourra la faire, mais sinon, ça crée des problèmes terribles, quoi. Donc il y a ça. Et puis voilà, on pourrait aussi invoquer un dernier sujet si les gens n'ont pas de questions, mais allez-y s'il y a des questions. Pour Euh, l'instant, il n'y en a pas. Donc, si tu as un dernier sujet, quelque chose dont on n'a pas parlé ouais, et que tu souhaitais. ouais, ouais, il y a un sujet très important. On a brièvement parlé, mais faut le dire, hein, parce qu'en fait, en droit au corps, les gens, évidemment, on est donc nous spécialisés sur la circoncision, on parle de circoncision, les gens s'attendent à ce que finalement on ait que des personnes sur ce sujet-là. Mais il y a tout un autre sujet, et en fait,
une personne sur deux qu'on reçoit dans l'asso, ou des mails qu'on reçoit de parents, etc., concerne un sujet qui est lié mais qui est différent, c'est tout ce qui est question de décalotage forcé. Donc, je le rappelle rapidement, il y a une méconnaissance du développement du pénis qui vient du puritanisme anglo-saxon, encore une fois, donc avec une obsession, on était fin 1800, encore une fois, avec des médecins qui, par croyance hygiéniste et par obsession aussi de lutte contre la masturbation, voulaient à tout prix décaloter les enfants, donc tirer leur prépuce pour faire apparaître le gland, pour les nettoyer, etc. On sait aujourd'hui, on sait depuis les années même 50, mais à partir des années 60 et notamment depuis les 30 dernières années, il y a eu plein d'études qui ont été faites, c'est très clair. On sait comment le pénis se développe aujourd'hui, on sait que le prépuce est fusionné au gland à la naissance et que le prépuce est étroit. C'est normal. Donc quand vous voyez un pénis d'enfant, vous voyez un schéma, si vous avez un petit garçon, c'est normal que le pénis ait une apparence typiquement où le prépuce ne peut pas se décaloter, ça c'est normal, et qu'il soit étroit à l'extrémité, et voire même long. Souvent il est même assez long le prépuce chez certains. Donc des parents qui paniquent pour ça. C'est normal, il ne faut pas chercher à décaloter. Le pénis va se développer naturellement avec le temps, donc les courbes sont très claires, il y a plein d'études qui ont été faites dans différents pays, au Japon, au Danemark, etc. Et donc la conclusion de la science sur ce sujet, c'est que le pénis se développe et le prépuce va s'assouplir, donc il va se détendre, il va se désolidariser du gland à un âge variable selon les enfants. Donc certains, au bout de quelques années, ils ont un prépuce rétractable ou presque. Certains, c'est à l'adolescence que ça se fait, et la moyenne, c'est à 10 ans à peu près. Hein. Donc voilà, pourquoi ça c'est important de dire ça? C'est parce qu'il y a des mauvaises pratiques qui perdurent encore, selon le pédiatre sur lequel vous tombez, selon sa génération, selon ce qu'il a appris lors de ses études, selon s'il se maintient à jour de la littérature scientifique, il va savoir ou pas savoir ça. Certains vont ne pas savoir ça et du coup vont carrément décaloter votre enfant en consultation. Et donc ça peut avoir des conséquences terribles. On a une maman là l'enfant a été blessé, alors qu'il arrive en bonne santé, il ressort avec le pénis avec du sang, parce que le médecin l'a décaloté a forcé en fait, alors qu'il fallait pas toucher du tout. On a certains qui vont pas forcer, mais qui vont quand même mettre dans la tête des parents de bonne foi, hein, le médecin de bonne foi qui va dire bon attention quand même là il se décalote pas, donc essayez de le faire dans le bain, essayez de le faire un petit peu tous les jours, mettez une crème, etc. Alors qu'en fait ça n'a rien à faire, donc il y a une surmédicalisation du pénis, donc les parents commencent à paniquer, mince il a 5 ans, il est pas décalotable, mince, on va peut-être devoir l'opérer, etc. Et puis il y a des médecins, heureusement, bien renseignés de plus en plus. Hein, les jeunes qu'on croise savent ça, en général savent mieux ça. Et donc ils disent oui, ne touchez pas, ça se fait naturellement, on intervient que s'il y a un problème, mais sinon on ne touche pas au pénis de l'enfant, pas besoin. Donc voilà, donc soyez prudents, parce que nous on a beaucoup de témoignages de parents qui nous disent bah voilà, la semaine dernière j'étais chez mon pédiatre, mon enfant est ressorti avec le pénis blessé, qu'est-ce que je fais, c'est terrible. Voilà, donc c'est tout un sujet aussi, donc on a tout un sujet en droit au corps qu'on appelle la santé du pénis. Est-ce qu'il y a des problèmes, donc est-ce qu'il y a c'est quoi les maladies ou les problèmes qui font que un enfant doit être décaloté, je sais pas, un excès de peau ou quoi? Alors décaloté, normalement, il n'y a pas de motif, parce que si comme le prépuce est naturellement, donc physiologiquement fusionné au gland, tant qu'il est fusionné au gland et étroit, il n'y a aucune raison de le décaloter. Il y a pas, parce que tu vas déchirer, tu vas blesser. Non, mais rien ne le justifie, ok. Voilà. Aucune Par condition contre, médicale. par contre, quand je disais intervenir, ça veut dire un enfant peut avoir le prépuce, comme toute partie du corps, peut avoir un souci, il peut avoir une petite infection du pénis. Dans ce cas-là, il y a des traitements ou des pommades. Après, c'est en cas de blessure. Souvent, ce qui se passe, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un cycle qui peut survenir de la manière suivante. Le médecin dit aux parents, ou les parents tout seuls disent là il faut je décalote parce que on m'a dit qu'à 5 ans il fallait qu'il soit décaloté. Donc pensons bien faire, le parent ou le médecin vont essayer de décaloter. Sans le savoir, ils vont provoquer des petites déchirures, des petites blessures, et donc au niveau du prépuce, ou entre le prépuce et le gland,
qu'il y a une fusion, donc ils vont déchirer en fait, sans le savoir, c'est pas forcément visible, ça peut être, parce ils vont le faire, ils vont forcer, mais pas trop, mais ça va créer des petites déchirures. Et en fait, ces petites déchirures donc vont cicatriser, qui va rendre le tissu plus dur, moins souple qu'à l'origine. Et en fait, tu vas créer un problème en pensant bien faire. Donc ça, c'est un truc classique. Le docteur Naouri l'explique très bien dans son livre, qui est sorti des années 80. Il écrivait là-dessus. Et en 93, il y a eu ce bouquin. C'est en France, le docteur Naouri, Aldo Naouri, c'est un pédiatre assez médiatisé. Peut-être qu'il est mort maintenant, je ne sais plus. C'est le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme en France là-dessus. Puis le docteur Winkler aussi, qui a pris la suite, qui explique ça très très bien. Qui disait, mais en fait, il y a des enfants qui finissent par être circoncis. Et donc c'est pour ça qu'il y a un lien, hein. Je parlais d'un lien, c'est ça le lien, c'est que des enfants finissent par être circoncis, parce que on a voulu les décaloter en pensant bien faire, en les décalotant, on les a blessés, on a créé des petites déchirures, comme j'ai expliqué, on a rendu le tissu plus dur, et au final, au bout de des années, ou des mois, des années à essayer de décaloter, bah, on a flingué le prépuce. Et le prépuce devient effectivement blessé, dur. Du coup, l'enfant grandit, il aurait dû se décaloter naturellement, mais c'est plus possible, parce qu'on a flingué le prépuce. Et du coup, on dit, ah, bah, faut circoncire. Et ça, c'est un truc classique. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, je suis circoncis, hein, pour cette raison-là. Enfin, moi, on m'a pas forcé, heureusement. Il y a des médecins qui vont pas forcer le décalotage, qui vont juste dire, ah, bah, ils se décalotent pas à tel âge, bah, faut le circoncire. Donc, il y a de tout. Mais en tout cas, il y a une méconnaissance du développement du décalotage pénis. précoce peut rendre la circoncision nécessaire, en fait. Peut leur rendre la circoncision C'est souhaitable, en ça. fait, à terme. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, elle va être invoquée. Alors parfois même, elle pourrait même ne pas être faite parce qu'il y a des alternatives. On peut aussi opérer sans enlever le prépuce. On peut simplement faire des petites incisions à l'extrémité et permettre pour que ça sorte. Donc même si votre prépuce a été flingué par un médecin, par vos parents, et ben en fait, il y a dans ces cas-là, on peut encore, ça dépend les cas, hein, rattraper le coup avec des pommades ou avec des plastis, du prépuce. Donc, mais voilà, mais moi typiquement, et c'est très courant. Il y a aussi des gens qui ne savent pas ça. Je le dis quand même parce que beaucoup de gens, que ce soit en France ou ailleurs, circoncision égale juif musulman, en gros. Parce que les gens dans le cerveau, on peut comprendre. Mais c'est bien plus que ça. Il y a tous les cas pseudo-médicaux, comme c'est mon cas, c'est très très courant. On a énormément sur les salons et dans ce qu'on voit et dans tous les pays à qui on travaille. Aux États-Unis, c'est massif. En Angleterre, en Allemagne. En Allemagne, dans le reportage de Arte de 2022, il y avait un chiffre qui était avancé de 500 000 garçons. Alors, il ne donnait pas de date, mais je suppose que c'est sur des décennies passées. 500 000 garçons, l'estimation, circoncis pour rien. Circoncis parce que par mauvaise connaissance du développement du pénis. Et donc c'est pour ça que les experts de six sociétés savantes allemandes, dont les pédiatres, ont sorti un document en 2021, un document majeur, qui met la lumière là-dessus. Et qui dit très clairement, voici comment le pénis se développe, c'est normal, on ne décalote pas les enfants, etc., etc. Puis au passage, il parle des complications de la circoncision, etc. Donc voilà. Donc ça aussi, ça évolue. Mais il y a beaucoup de circoncisions pour ces raisons-là. Voilà, et on entend des parents qui disent ah ben moi, mes 3 garçons sont circoncis parce que ils avaient une infection, parce qu'ils décalotaient pas. Mais en fait, c'est parce que justement, quand tu rentres dans le sujet, ben les gens décalotaient leur gamin tous les jours en pensant bien faire, et le gamin hurle, évidemment, ça fait mal, ça provoque des infections, ça provoque donc c'est ça. En fait, il y a toute une dimension de la circoncision, toute une partie des circoncisions qui sont faites, malheureusement, parce qu'on a, en pensant bien faire, on a abîmé le pénis de l'enfant. Donc je voulais absolument mentionner ça, parce que c'est tout un pan qu'on ignore aussi. Ok. J'espère que c'est clair pour les gens. Oui, donc c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Voilà, la circoncision, ça peut vraiment avoir des conséquences au-delà de la perte de sensibilité. Ça ou le décalotage précoce, ça peut vraiment avoir des conséquences graves pour la santé de l'organe. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Nicolas? Alors, bah, mot de la fin, hein. Je suis jamais très doué sur les mots de la fin. Bah, bon, l'essentiel, j'espère que les gens ont compris, quelles que soient vos croyances, votre rapport par rapport à la circoncision, que vous soyez satisfait de votre circoncision ou pas, ou plus ou moins, que vous ayez appris des choses ce soir qui remettent peut-être en question certaines choses. Quel que soit tout ça, en fait, la question se pose sur le corps de l'enfant, en fait. Hein. Euh, la question, c'est ça, la question centrale, c'est à qui appartient le corps et quel est l'intérêt de l'enfant. Et est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est éthiquement acceptable
d'enlever une partie du corps de mon enfant qui est une partie du corps qui est saine et qui est une partie du corps qui a une valeur. C'est-à-dire que, je ne vais pas refaire tout l'historique du prépuce, mais on sait aujourd'hui, on le sait par observation au microscope, par des témoignages depuis longtemps, hein, bien sûr, mais la science aujourd'hui sait que le prépuce a différents rôles dans la sexualité, notamment, au-delà de la protection du gland. Il est sensible et il y a une mécanique sexuelle qui permet d'assurer. Il y a suffisamment d'études et de témoignages depuis des décennies et des décennies qui montrent que la circoncision peut avoir des conséquences plus ou moins importantes. Donc, au-delà même des conséquences, c'est est-ce que j'ai le droit d'enlever une partie un corps qui ne m'appartient pas et qui est sain, est-ce que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant et de l'adulte qu'il deviendra d'attendre en fait que cette personne prenne sa propre décision? Pourquoi s'empresser à circoncire? En fin de compte, les parents souvent s'empressent à circoncire parce que ils veulent reproduire une tradition mais qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ne pas attendre? Parce qu'ils ont peur que l'enfant refuse plus tard et qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça... Donc voilà, en tant que parent, peut-être ce soir, qui nous écoutent, qui veulent faire circoncire leur enfant par tradition, etc., c'est se poser la question, et finalement, qu'est-ce que ça me coûterait, avec tout ce que j'ai appris ce soir, qu'est-ce que ça me coûterait de laisser mon enfant tel qu'il est, et de le laisser plus tard décider pour son propre corps? Il y a dans l'article de Causeur, la réponse qu'on a faite à Causeur il y a quelques mois, là, on a une conclusion qui est très claire, et c'est le débat éthique aujourd'hui, on en est là au niveau de la recherche, hein, c'est assez simple en fait, c'est de dire, voilà, la personne qui devrait euh, euh, prendre cette décision, donc avec les conséquences qui en découlent, devrait être la personne qui possède le pénis. Enfin, c'est la personne, enfin, ça paraît, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais la personne peut faire cette décision, mais c'est celle qui a ce corps et qui devra en vivre avec les conséquences. Donc voilà, donc je pense que les gens... Celle qui subit ces mêmes conséquences, en fait, oui, C'est tout ça, simplement. oui, j'ai mal formulé, mais les gens ont compris. C'est-à-dire que c'est OK de changer votre corps si vous le consentez. Ça pose problème quand vous imposez à autrui une modification de son corps. Voilà, quelle que soit ensuite la personne, qu'elle grandisse, qu'elle fasse des liens ou pas, qu'elle le vive bien ou pas, il y a des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont perdu, qui, en apprenant ce qu'ils ont perdu, sont furieux. D'autres qui disent, moi j'ai aucun problème, et c'est respectable, très bien pour eux, ils n'ont pas de problème. Mais c'est toujours ce problème d'avoir quand même modifié le corps de l'enfant. Donc voilà, donc si vous avez un enfant, posez-vous bien cette question. Et puis voilà, vous pouvez nous contacter si souvent, typiquement, on a des cas de couple en conflit sur la question, des personnes qui veulent, comme tout à l'heure, la personne qui a témoigné, qui veulent faire une action en justice. Enfin, nous, droit au corps, on est une association, on aide comme on peut les personnes, on peut orienter vers des experts. On a des médecins, des avocats, on a des petits réseaux de plus en plus qui se mettent en place. Donc on peut vous aider, vous accompagner, hein, c'est gratuit évidemment, on est là pour aider les gens. On a aussi des groupes de parole, enfin on a notre serveur Discord qui se lance tout doucement, où les gens peuvent venir parler, et à terme on va continuer d'avancer sur tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, et si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre. On est sur donc droitaucorps.com, c'est le site, l'adresse elle est sur le site, c'est droitaucorps@gmail.com. Et puis, on a des réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, Instagram et compagnie, donc vous pouvez nous trouver. On essaie de publier les témoignages et l'actualité aussi, l'actualité de la circoncision. Là, il se passe des choses aux États-Unis, donc on se tient un peu au courant de ce qui se passe dans le monde par rapport à ça, et puis on essaie de faire au mieux, donc n'hésitez pas. Parfait. Bah, merci beaucoup Nicolas pour ta présence ici. Merci à l'association Droit au corps. Merci aussi au public d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à contacter l'association Droit au corps si vous avez plus de questions. Je vous rappelle que cette conférence a lieu sur RPMP, Religion, Philosophie, Métaphysique et Politique. Nous sommes un serveur Discord, principalement de débat, mais pas que. On fait aussi des conférences comme celle à laquelle vous venez d'assister. Et pour les personnes qui nous regardez sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, merci à tous. Je mets fin à la conférence et je vous propose de nous retrouver dans un salon chill un peu plus bas. Bonne soirée à tous.
tellement plus rentable. Ah, mais en vrai, c'est tellement Non. voyant. Rien n'est moins cher qu'une personne qui dessine pas.